Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier, mais tu vas voir, je pense qu'il peut être très intéressant. Je vais donner un petit peu le contexte sur ces 5 premières minutes d'introduction, et puis en fait, après, on va vraiment lancer la chose. Alors, pourquoi c'est un petit peu particulier ? Dans ce podcast, on va parler une nouvelle fois de la grève des acteurs et des auteurs aux États-Unis et de ses conséquences sur les métiers de la post-production du coup et de chez on va dire les artistes 3D en tout cas dans le cinéma. Et pour parler de cette grève une seconde fois, en fait on a enregistré une conversation avec Jérémy qui est formateur en 3D et qui avait un avis à donner sur la question suite en fait au dernier podcast que j'ai enregistré. Pour la petite histoire et le contexte, quand j'ai enregistré mon dernier podcast sur la grève, Jérémy m'a envoyé un mail en me disant écoute Romain, c'est bien ce que tu dis mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et moi je lui ai dit écoute c'est très intéressant, on n'a qu'à en discuter dans un podcast, et comme ça au moins l'audience du coup du podcast pourra se faire son propre avis. Et donc en fait ce que tu vas entendre aujourd'hui c'est ma conversation avec Jérémy sur justement cette grève des auteurs et des acteurs aux États-Unis. Alors, avant que je te fasse écouter cette conversation entre moi et Jérémy, il faut que je te remette le contexte de la chose pour être sûr que tu ne sois pas perdu. Déjà, si tu n'as pas écouté le premier podcast, peut-être que ça peut être intéressant de le faire. Donc, c'est le podcast qui a eu lieu juste avant. Son petit nom, c'est... Je ne l'ai plus en tête, je vais te dire. Son petit nom, c'est la recette pour devenir clochard et ne jamais faire la travail de sa vie. Donc, tu peux aller écouter ce podcast juste avant si tu veux avoir le contexte total de la réaction de Jérémy par rapport à notre conversation, et ce qui a provoqué la conversation que tu as écoutée aujourd'hui. Mais je veux aussi, moi, te donner un autre contexte. Aujourd'hui, là, juste avant qu'on démarre, c'était le contexte spécifique qu'il y a aux États-Unis. Je vais rappeler les noms, etc. Puisque dans notre conversation avec Jérémy, on va dire, rentre directement dans le sujet une fois qu'on a fait les introductions. Son introduction plutôt, et on prend pas le temps de détailler en fait la situation, donc ça peut être un petit peu, on va dire, brut de force, et si t'as pas la situation en tête, tu peux ne rien comprendre. Donc si tu connais le contexte, tu peux passer cette partie, hein. Et si tu ne le connais pas, et si tu veux avoir tout en tête pour bien comprendre de quoi on parle, c'est le moment où il faut écouter. Alors, le contexte est relativement simple à comprendre quand tu comprends qui sont les différents... alors je vais pas utiliser le terme acteur parce que ça va donner un quiproquo qu'il peut y avoir entre les acteurs qui font grève, donc les différents parties de cette histoire. Nous avons en ce moment aux États-Unis un groupe, donc on appelle ça une guilde aux États-Unis, mais en gros c'est l'équivalent d'un syndicat en France, qui s'appelle la SAG-AFTRA, qui est en fait un syndicat en gros qui défend les acteurs et les auteurs aux États-Unis. Ce groupe aujourd'hui a fait un appel à grève, entre guillemets. Alors, c'est pas vraiment un appel à grève parce que tu vas voir que c'est obligatoire là-bas, mais bon, on va en parler dans le podcast. Mais en gros, du coup, ce groupe fait grève depuis 3 mois, donc appelle les acteurs et les auteurs de Californie à Hollywood à faire grève depuis 3 mois, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des demandes, et leur demande, c'est en fait de revalider les rémunérations des acteurs et des auteurs, il y a une énorme demande sur les studios de ne pas utiliser l'IA pour écrire leur scénario et ne pas remplacer les acteurs avec de l'IA. Et il y a aussi une grosse demande sur la rémunération suite aux droits d'auteur parce que les contenus étant de plus en plus de plus en plus, on va dire, créé pour de la plateforme, c'est-à-dire pour Disney+, Netflix, etc., et non plus pour du cinéma, et bien, comme la diffusion étant différente, les revenus des studios qui font ces diffusions sont différentes aussi, et la SAG-AFTRA considère que ce n'est pas normal d'avoir des revenus qui sont différents grâce aux plateformes et que les acteurs et auteurs n'en profitent pas. Et c'est un petit peu leur demande globalement. Je parle un peu plus on parle un peu plus de leur demande dans le podcast, mais c'est bien que tu aies ça en tête pour que tu comprennes de quoi on parle. Donc là, toute la discussion qu'on va avoir dans ce podcast, surtout au début, c'est finalement
on essaie de comprendre à deux avec Jérémy et de exprimer nos points de vue qui sont, tu vas le voir, un petit peu différents sur cette lutte entre la SAG-AFTRA et les studios de production aux États-Unis. D'accord ? Puisqu'évidemment, tu comprends bien, la SAG-AFTRA étant un syndicat pour les auteurs et les acteurs, elle a des demandes très particulières pour les rémunérations des auteurs et des acteurs, et les studios, évidemment, eux, vont être en désaccord avec ça, ou en tout cas, il va y avoir une négociation entre la SAG-AFTRA et les studios pour arriver à un accord. D'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils sont arrivés à un accord il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Mais ne pense pas non plus que c'est terminé, puisque la SAG-AFTRA a décidé maintenant de s'attaquer aux jeux vidéo. Donc ça va encore durer un petit temps, cette histoire. Voilà un petit peu le contexte, d'accord ? Pour que tu comprennes bien. Donc je pense avoir résumé globalement assez bien la situation. On va dire, petite préparation sur ce podcast. C'est un podcast qui est un petit peu différent d'habitude, dans le sens où on parle d'un sujet qui est beaucoup plus politique, et c'est beaucoup moins de 3D, on va dire, au sens concret du terme. Dans ce podcast, contrairement à d'habitude, il y a beaucoup moins de conseils pratiques, que ce soit sur la manière de travailler ou sur ce qu'on fait en 3D, etc. Donc si les sujets un peu plus politiques ne t'intéresse pas, ou moins, le podcast qui va suivre ne va certainement pas t'intéresser. Donc voilà, passe-le et puis on se retrouve la prochaine fois, il n'y a aucun problème avec ça. Aussi, du coup, on exprime tous les deux des opinions sur ces situations, et tu vas voir qu'on a tous les deux des opinions très différentes sur la manière dont on voit le monde. Donc même chose, ne te formalise pas avec ça, que tu sois d'accord ou pas avec l'un d'entre nous. L'idée, c'est simplement que tu puisses prendre les choses que tu trouves intéressantes, que tu laisses les choses que tu ne trouves pas intéressantes ailleurs, et puis tant pis, hein. L'idée, c'est vraiment que toi, tu puisses te faire ton propre avis. Dans le commentaire de ce podcast, je mettrai un petit peu, on parle de beaucoup de choses, et du coup, je mettrai tous les liens de ceux dont on a parlé, comme ça, tu auras vraiment tout le contexte, et tu pourras aller creuser si tu le souhaites. Je dis ça simplement parce que je sais que c'est des sujets qui ont tendance parfois un petit peu à provoquer la discordance dans les commentaires et le reste. Je vous demanderai évidemment, vous êtes des gens extrêmement intelligents et respectueux dans cette audience, j'en suis persuadé. Donc évidemment, c'est pas la peine d'aller gueuler dans les commentaires parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou avec Jérémy. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, si vous pensez qu'il y a des points qui sont à corriger ou faire un erratum, ou vous voulez donner votre avis de manière sympathique et polie, alors du coup, ce sera avec plaisir, et au contraire, ça sera excellent parce que ça va amener de la discussion et des points de vue différents dans le débat. Donc ça va être très cool. Par contre, évidemment, pas d'insultes un petit peu ridicules et débiles, ça dégagera direct, tu me connais là-dessus. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait l'introduction et le contexte, donc je te laisse écouter ma conversation avec Jérémy, qui est formateur en 3D, et justement la première question que je lui pose, c'est de se présenter, donc tu as un peu le contexte de qui il est, sur cette fameuse grève, et puis tout ce qui en découle. Je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Écoute, Jérémy, merci beaucoup à toi d'être avec nous sur ce podcast. C'est très intéressant. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, simplement, ce que tu fais dans la vie et qui tu es ? Je suis Jérémy Mamot, je suis infographiste 3D et actuellement je suis formateur dans des écoles. J'ai commencé ma carrière fin 94 en rentrant dans un studio, à une époque où il n'y avait pas trop de formation et d'école justement. Et je me suis formé sur le tas. Derrière moi, qu'est-ce que j'avais comme diplôme? J'avais un diplôme d'histoire. D'accord. J'avais un DUG universitaire. Par contre, j'ai toujours dessiné depuis tout petit. J'avais ça dans le sang. Et après la fac, bon, j'ai vu que ça me convenait pas trop. Je me suis lancé dans le dessin à fond. Et un jour, j'ai vu une petite annonce dans un journal. C'était une boîte à Aix qui cherchait des animateurs pour faire un long métrage. Et je me suis dit, bon, je suis allé taper à leur porte avec mes cartons sous les bras. Je leur dis, est-ce que je peux vous faire des storyboards? Et ils m'ont dit, alors ça, c'est ta machine, ça, c'est le Getting Started. Tu as une semaine pour le faire. Si tu le fais, on te prend en stage. Et 3 mois après, j'étais en prod.
Ok, super. Donc, t'as été en prod en tant que storyboarder au début? Non, non, ils ont pas voulu mes storyboards du tout. Ils m'ont mis D'accord. directement sur les machines. Ils m'ont dit, ça, c'est soft image. Alors, tu vois, ça, c'est une boule qui tourne. Et là, Ok, j'ai ça marche. fissuré. Excellent. Et j'ai pu décoller. Ça a vraiment changé ma vie. J'avais pas d'ordinateur chez moi à l'époque. C'était pas super répandu comme à l'époque. Mhm. On était à peine aux prémices d'Internet. J'avais absolument aucune idée dans mon parcours professionnel que j'allais tomber là-dedans. Ok. Aujourd'hui, tu es formateur en quoi exactement? Donc, après 25 ans de carrière dans les différents studios en France et à l'étranger, il y a 4-5 ans, j'ai eu une opportunité de faire des interventions, d'abord au Gobelin à Paris, et après dans ma région, la région sud. Et là, je fais des formations pour des étudiants qui sont post-bac Mhm. dans des écoles privées. J'ai essayé les IUT, c'est à éviter. Alors, est-ce que tu Euh, peux peut-être pousser un peu sur le fait pourquoi les IUT sera évité quelle a été ton expérience là-dessus? Là, j'ai une expérience, j'ai un retour d'expérience très précis là-dessus. C'est le système de fonctionnement des universités à l'heure actuelle qui est remis encore sur la sellette là, avec ses actualités sur la rentrée. Il y a des gros changements sur les statuts universitaires et tout. Donc, il y a un aspect. L'université est indépendante par rapport à l'éducation nationale, hein, c'est un statut historique et tout. En fait, les recteurs, les directeurs des universités sont indépendants, hein, dans la gestion de leurs trucs. Et ils ont notamment un fonds de roulement financier qui leur permet de pallier à certaines priorités. Et là, justement, le gouvernement a décidé de manière unilatérale de piocher dans ce fonds de roulement en disant que les universités étaient assises sur un tas d'or, que c'était mal géré. Et donc là, les statuts universitaires se resserrent un peu plus, ça devient un peu compliqué pour eux. D'accord, mais du coup, c'est ça qui t'a fait ne plus enseigner en IUT? Non, non. En IUT, je suis arrivé en tant qu'externe, en vacataire. Et bon, là, c'est une expérience personnelle, je ne vais pas donner de lieu, de nom et tout. Mais en fait, les vacataires ont un statut qui est une rémunération qui est décidée de manière nationale chaque année par un décret. D'accord. Donc là, le décret pour l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'est dans les 40 euros de l'heure, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, justement, l'université a cette capacité de panacher ton travail en, en TP et en TD, en travaux pratiques et en travaux dirigés. Alors, sachant que les travaux pratiques, eux, sont moins rémunérés. Donc, voilà, par exemple, tu fais 20 heures de travaux pratiques, il y en a 5 qui ne vont pas être payés. Ok. Et du coup, c'est une méthode qu'ils utilisent pour faire baisser ton taux horaire. D'accord. Donc, la première expérience que j'ai eue s'est très bien passée. J'avais des locaux avec des machines, tout allait bien. Et au final, bon an, mal an, je me retrouvais à peu près à 39 euros de l'heure. Mhm. Et il me propose de revenir l'année suivante, à la rentrée suivante. Et là, l'équipe a changé, les dirigeants, enfin les gens qui organisent. Et je me retrouve dans des locaux, des fois sans machine, euh, des fois sans même suffisamment de prise électrique pour que les étudiants puissent brancher leur ordi portable. Enfin bon, déjà, les conditions étaient différentes. Et surtout, ils ont grossi le nombre de TP. Et en fait, j'étais tombé à 32 euros de l'heure Ok. au Donc, final. ce sont des raisons plutôt administratives, plutôt que c'est pas par exemple parce que les élèves en IUT sont différents. C'est plutôt ça la question. La première expérience que j'ai eue, j'ai eu un très bon public. Il y avait quoi, une petite quarantaine, une trentaine, une quarantaine de personnes. Ça s'est très bien passé. La session de la nuit suivante, j'avais des profils plus difficiles. Ça dépend des fournées. Après, peut-être, ça dépend des établissements, des lieux et Mhm. tout, mais ça dépend des années, hein. Je ne sais pas si tu as une expérience dans les écoles. Des fois, il y a des profils plus ou moins. Ouais. Ça fait 3 ans que j'enseigne en plus de mon école dans des établissements extérieurs. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier avec les élèves. Voilà. Donc, des fois, tu as un ensemble de gens plus ou moins réceptifs, plus ou moins passionnés. Ok. Et pratiquement, mes enseignements, euh, c'est du Maya, Oui. généraliste sur Maya et généraliste sur Blender. D'accord. Ok. Et on a des équipes de plusieurs personnes, on se partage un petit peu les tâches. J'ai fait du ZBrush aussi. Mhm.
Et voilà, donc moi ce que j'aime bien, c'est prendre des gens from scratch, hein, qui n'ont jamais touché les machines et leur mettre les fondamentaux de la 3D, de la topologie, des trucs comme ça, et comment se servir des machines. Mais après, je peux intervenir en soutien sur des gens qui sont en master et Ok. qui sont en train de finaliser des Donc, projets, des trucs comme ça. toi, tu n'enseignes qu'à des gens qui sont post-bac, pas de gens qui sont en fin on va dire, d'études, en fin de cursus? Ou alors tu fais toute la ligne, tu fais les 5 ans? À l'heure actuelle, je suis sur des profils post-bac. Au début, au Gobelin, j'avais travaillé dans un cadre de formation continue avec des adultes de 30, 40 ans, Mhm. des gens qui venaient de différents univers, qui venaient de la 3D pure et dure, ou qui étaient sculpteurs, illustrateurs, des trucs comme ça. C'est selon l'opportunité. Là, à l'heure actuelle, je travaille dans 2 établissements avec ce type de profil Mhm. post-bac, la petite vingtaine D'accord, d'années. ok. Purement personnellement, tu préfères travailler avec des post-bac ou travailler avec des gens qui sont plus avancés? Ou peu importe. C'est pas de préférence. D'accord, ok. Effectivement, c'est une expérience différente, mais c'est tout aussi agréable de la transmission. J'aime Ok. bien, voilà, c'est ça qui m'intéresse, la transmission. Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans ton parcours, à partir de quand tu fais le shift tu travailles en prod et tu passes en tant qu'enseignant? Euh, L'opportunité, c'est mais du coup, quelle année? une bonne question. Quelle fourchette d'année? Je t'ai dit, il y a 4, 5, 6 ans, ça doit être donc vers 2016, ouais, par là. Ok. Mais je peux pas te rappeler me Non, rappeler mais la c'est date bien, c'est bon, ça suffit amplement. Et du coup, donc en 2016, ou en tout cas dans ces eaux-là, tu passes full enseignant. Pourquoi tu gardes pas un pied en production, ou est-ce que Ça tu s'est fait gardes un pied en production? progressivement, Ouais, hein. ok. D'abord, j'y suis allé progressivement et j'étais intermittent, hein, j'ai tout le temps été intermittent Mhm. en prod. Là maintenant, je suis en contrat. Et ça s'est fait progressivement, hein. J'ai eu cette opportunité, ça m'a plu et une opportunité a ouvert d'autres opportunités et je me suis progressivement détaché de la prod elle-même. Je crois que ma dernière prod en tant que telle, et c'était à la période Covid, santé de travail, c'est vers 2019. D'accord, ok, ça marche. Là, ça s'est fait progressivement sur 3-4 ans. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comptes refaire des prods dans les 5 à 10 prochaines années, ou est-ce que au contraire, tu as envie de rester à 100% dans l'enseignement et t'éloigner, entre guillemets, du monde de l'industrie? Pour des raisons pratiques, je préfère l'enseignement, ça me permet de rester dans ma région. Oui, Parce que voilà, en France, tout est encore très oui, c'est clair. Mhm. centralisé. Et donc, je ne me suis pas installé à Paris, mais j'ai fait le plus clair de mon temps à Paris. Donc, Mhm. je faisais des allers-retours et c'est très, très contraignant. Mais c'est D'accord. pour des raisons, juste pour des raisons pratiques. Si j'ai l'occasion d'être sur une prod, bien sûr, pourquoi pas. Ok, ça marche, ça marche. De, Très de mon intéressant. côté, de mon côté, je développe, j'ai des petits projets perso, je fais des collaborations à droite à gauche, mais là, ça devient anecdotique. D'accord, ok. Mhm. Petite question particulière, parce que nous, on s'est retrouvés confrontés à ce souci-là. Je serais intéressé de savoir si vous l'avez eu et si oui, comment vous l'avez géré. En tant qu'enseignant, comment tu fais pour être sûr d'enseigner des choses qui sont à jour, en sachant que tu n'es plus dans l'industrie? Comment tu fais pour avoir ce retour et d'être sûr que ce que tu enseignes est encore présenté, encore utile dans l'industrie et qu'il n'y a pas, par exemple, 5 ans de retard? Je parle d'expérience puisque j'ai eu des enseignants avec ce problème-là, justement. Oui, oui. Ben là, je te dis, bon, je m'occupe beaucoup de gens qui débutent, Mhm, donc je leur parle des fondamentaux, alors qu'eux sont ininaltérables, mhm. inaliénables, et là, je suis encore tranquille un paquet d'années. Pour toutes les dernières technos, effectivement, je me pose la question. Ben là, c'est les antennes. Je reste connecté, je m'enseigne souvent. En plus, je ne suis pas tout seul dans les écoles, hein, on travaille généralement avec des gens qui eux aussi ont encore un pied dans l'industrie. Mhm. Et voilà, on apprend toujours des nouvelles techniques par la bande. On n'est pas complètement coupé du monde réel dans les écoles, hein. Euh, il y a des associations qui regroupent tous les professionnels de la région, donc le circuit de l'information continue à fonctionner. Là, j'ai appris l'année dernière, voilà, de manière complètement incidente. C'était un gars qui faisait du Max, il faisait de la motion capture avec des petits outils qu'on se scotchait bêtement sur le doigt, avec, je ne me rappelle plus le nom de l'outil. Enfin, j'ai pas le nom technique en tête. C'est le même outil qu'il y a sur les téléphones qui te permettent Oui. de Du coup, gérer ça le doit truc. être, c'est certainement Rococo, non? C'est Rococo. pas le costume Rococo dont tu parles? Je vois pas le nom. Bah, bon, c'est pas de C'était souci, juste mais cette technique. ok. Voilà. Moi, j'ai commencé la motion capture
à la fin des années 90, on était encore avec de la motion capture optique. Mhm. Magnétique, pardon, magnétique. Après, il y a l'optique qui est arrivée. Et là, cette technique très pratique où vraiment, nous, avant, il fallait toute une installation très, très contraignante. Là, le gars, il peut faire des séances de mocap dans une salle de classe. Mhm. Ouais, je vois, du coup, j'en ai un de costume, donc je vois tout à fait ce que c'est, ouais. Et là, c'était même pas un costume, hein, c'est juste C'était des juste petits des capteurs gyroscopes, du que... coup, qui venaient Ouais, se ouais, scotcher. Ok, voilà, ça marche. des gyroscopes et même, bon, voilà, c'est l'autre terme que je ne me rappelle plus, que juste que tu te plugs comme tu veux. Après, tu peux Mhm. te faire une tenue, un costume, bien sûr. Ok, très bien. Je vous pose cette question parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que beaucoup de professionnels enseignants aient encore, on va dire, comme tu l'as dit, les antennes connectées, moi ce que je me rends compte, parce que du coup moi aussi j'enseigne en extérieur, et déjà tu vois si je dois donner un niveau de mes collègues d'extérieur, tu vois je le trouve relativement bas par rapport à ce qui est demandé à l'industrie. Et si je devais me donner une raison par rapport à ça, c'est que je me rends compte en fait que même s'ils ont encore des amis qui sont en prod, eux ne font plus de production. Alors même du coup s'ils restent connectés, je dirais que eux ça fait peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'ils n'ont pas vraiment fait une production de A à Z. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette déconnexion entre ce qu'est le monde de l'industrie et ce qu'on enseigne à l'école, dans le sens où, moi je me souviens, j'ai eu beaucoup d'élèves en 5e année, donc encore une fois, pas dans mon établissement à moi, mais dans les établissements dans lesquels j'enseigne, où il y avait des fondamentaux qui n'étaient pas acquis, non pas parce que ils n'avaient pas eu les cours, mais parce que quand ils ont eu les cours, on leur a appris d'autres trucs qui n'étaient pas fondamentaux et qui surtout n'avaient rien à faire là par rapport à une production classique. Comment, du coup, vous gérez ce problème-là et comment vous êtes sûr que ce que vous enseignez, c'est vraiment, du coup, des choses qui soient en accord avec ce qu'on fait dans une production et pas par exemple, alors j'ai un exemple très concret, tu vois, moi je vois beaucoup de profs qui enseignent la nouvelle technologie à la mode alors qu'en fait personne s'en sert en prod. Comment vous gérez ça du coup? Mais je dirais, c'est là où on intervient. C'est-à-dire les gens qui ont du bagage et de l'expérience sont là pour rattraper éventuellement les manques que notre public a eu avec d'autres intervenants qui étaient plus spécialisés dans d'autres trucs ou moins spécialisés dans d'autres. Mais là, j'ai pas de réponse absolue là-dessus. La réponse qu'ont les écoles là-dessus, c'est que justement, eux, ils vendent et ils recherchent des gens issus de la prod, des gens qui ont eu déjà une expérience professionnelle et qui peuvent parler en tant que professionnels Mhm. avant d'être entièrement formateurs. Effectivement, j'ai déjà croisé dans mon cursus des gens qui, sortis de l'école, rentrent directement dans l'enseignement sans passer par la case prod. Ça me laisse lever un sourcil, ça. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Bah écoute, c'est cool, au moins l'audience a pu comprendre un petit peu d'où tu venais, ce que tu faisais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu aurais des exemples de prod que tu as fait, histoire que les gens, s'ils veulent, peuvent aller voir un petit peu ce que tu as pu créer, sur quel projet tu as pu bosser sur tes 25 ans? Ben, sur ma page LinkedIn déjà, hein, Mhm. vous tapez mon nom, vous me trouvez, et j'ai une bande démo qui doit dater de 2015. Ok, bah écoute, je mettrai le lien dans la description. Super. Bon, bah c'est déjà très bien, donc au moins pour les présentations et l'introduction c'est fait. Aujourd'hui du coup, en fait finalement on fait le podcast suite à un mail que tu m'as envoyé par rapport à la dernier podcast dont j'ai parlé, donc je parlais un petit peu de l'événement qui se passe encore en ce moment aux États-Unis, qui est la grève des auteurs et des acteurs. Déjà je vais te demander un petit peu, déjà si tu peux, toi de ton côté, me résumer la situation, ce que tu en penses, et après peut-être aussi sur la fin me dire pourquoi tu pensais que tu voulais m'envoyer un mail, qu'est-ce que tu voulais m'expliquer que j'aurais peut-être pas compris. Ben, je vais prendre ça par le prisme de la présentation que tu en as faite, en fait. Mhm. Moi, j'ai bondi quand, D'accord. quand j'ai écouté. Et pour être un peu trivial, je me disais, bon, on n'est pas chez Pascal Pro. On n'est pas sur Je ne sais CNews. pas ce que c'est, Pascal Pro. Excuse-moi. Voilà. Et donc Pascal Pro, c'est un journaliste qui a beaucoup d'influence à l'heure actuelle dans l'info en temps réel sur une chaîne détenue par un milliardaire qui s'appelle Bolloré, qui s'appelle CNews, et qui est marqué à droite, qui est très pro-patronat et tout. Et ça tourne bien, ça fait bien ambiance discussion de bistrot néolibéral à fond. Alors pareil, je Sachant me que, permets de te couper. Tu as utilisé aussi ce terme néolibéral dans le mail. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais le oui, définir pour moi et notre audience? on va expliquer ça, sans prise de parti ou des trucs comme ça, c'est juste de la mécanique. Et il faut savoir que Pascal Pro,
Lui, il a commencé sa carrière, il était commentateur sportif. C'est-à-dire que là, Pascal Praud est autant journaliste que moi, je suis véliplanchiste. D'accord. Ce qui m'a fait bondir, c'est qu'avec toi, j'ai affaire à un professionnel. J'ai Mhm. vu ce que tu as fait, je vois ton travail, je vois tes vidéos, je sais que tu en as dans le ventre. Mhm. Euh, Je te remercie. et j'ai énormément de respect pour ton travail et tout ce que tu fais là-dessus. Et le problème, c'est que voilà, tu utilises des éléments de langage, des tournures qui justement sont peut-être issus de toute cette propagande qu'on se tape depuis 20 ans sur certains sujets, que je vais un peu mettre à plat là-dessus Mhm. et nettoyer. On part, par exemple, tu pars d'un exemple, il y a des contacts qui travaillent au Canada et qui se plaignent du fait qu'ils sont impactés par cette grève en Californie. Alors Hein, c'était en France, mais oui. ou Mais en sinon, c'est ça, France, ouais. par exemple. Hein, c'est un peu l'effet papillon. Hein. Mhm. Tiens, un papillon au Japon, et tiens, un tsunami de l'autre côté de la planète. Et donc, voilà, en fait, ces gens qui se mettent en grève, il y a des mots très durs avec eux. Hein, je ne vais pas les enfin, attardés mentaux, stupides. Enfin, c'est vraiment, tu anéantis d'emblée, de fait, leur démarche. Mhm. Alors que bon, le droit de grève, hein, Alors, ça existe, c'est toujours le droit de grève, ok. possible. Après, attention, faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a des termes qui sortent dans un podcast qui est enregistré à chaud que c'est parce que je pense que tous les gens qui font grève sont des attardés mentaux. Attention, à pas faire non plus l'amalgame. C'est Mais pas du tout non plus ce que je veux dire. je comprends bien, c'est pour ça que Mais je te j'aimerais parle. bien avoir ton avis vraiment sur toi, ce que tu en penses, sur ce mouvement, toi, ce que tu en penses, comment tu le vois, et vraiment, du coup, tu as ces personnes, donc auteurs et acteurs qui font grève pour avoir certaines demandes, peut-être que du coup, tu les as de manière précise, et aussi comprendre, voilà, est-ce que toi, tu trouves que c'est un truc intéressant, est-ce que tu t'en fous complètement, est-ce que tu es contre, pourquoi, et comme ça, au moins, ça permettra vraiment à notre audience déjà de bien comprendre ta position et sur ce que tu comprends et ce que tu sais de ce mouvement. Et ensuite, après, si tu veux, on pourra en discuter sur pourquoi tu penses que moi, la manière dont je l'ai amené n'était pas forcément la bonne. Mais au moins, peut-être avoir le contexte de toi, ce que tu en penses avant, je pense que ça pourrait être un peu plus intéressant et ça pourra amener un peu plus peut-être à comprendre pourquoi après tu penses, par exemple, que j'ai tort sur tel ou tel point. Mais alors, déjà, c'est un sujet très intéressant parce que là, on va parler de la grève, des droits d'auteur et de l'IA. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ces trois sujets sont très intimement interconnectés de toute Mhm. façon. Donc, on peut partir sur n'importe lequel des trois Bah, partons sujets. déjà sur la grève, puisque On du coup, va, voilà. c'est le sujet principal, on va dire. Et puis après, Donc, on ira cette grève, chercher sur les deux. c'est pas la première. Et surtout, il faut mettre en contexte le contexte différent entre la France et les États-Unis. Mhm. Donc, voir quelque chose qui se passe aux États-Unis avec le prisme, le paradigme français, déjà, on a un biais, Mhm. voilà, de ce côté-là. Ensuite, il faut voir que cette grève, elle est dirigée par une union, une guilde, c'est la SAG-AFTRA. Mhm. Donc, il faut voir que le mouvement syndicalisme aux États-Unis et la France sont légèrement différents. Il faut voir qu'aux États-Unis, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des notions marxistes, communistes, socialistes, c'est le Satan absolu. Et donc, on ne va pas comparer le syndicat de la CGT et ce syndicat-là. En fait, c'est plus une guilde, d'ailleurs c'est dans le nom, hein, SAG c'est Screenwriters and Actors Guild, c'est plus une guilde dans le sens médiéval du terme qu'un syndicat. Alors, je me permets de te couper, je t'avoue que je comprends pas ce que ça veut dire une guilde dans le sens médiéval du terme. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, par exemple, il y a un syndicat en France, n'importe qui peut y adhérer. Mhm. Une guilde, c'est très corporatiste. D'accord. C'est-à-dire, ça va concerner que les screenwriters et les acteurs, par exemple, en l'occurrence. Ok, bon, Et, ok. par exemple, ça te donne, ça aide les gens qui y font partie, mais ça a aussi des demandes. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains secteurs, tu ne peux pas travailler si tu n'es pas syndiqué. Hein, c'est un accord qui est fait par la guilde avec les employeurs. Vous Mhm. n'allez embaucher que des gens qui sont dans notre guilde. Et alors, petite remarque, enfin, petite question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses d'un truc comme ça, par exemple? Quel est ton avis C'est là-dessus? un modèle.
c'est un modèle qui peut être intéressant. Comme tout modèle, on peut avoir les deux faces de la pièce. Donc toi, par exemple, c'est pas un truc qui te trouve particulièrement dérangeant que un employeur ait fait un pacte avec une guilde et qu'il puisse du coup engager que des gens de cette guilde. Est-ce que tu trouves pas que c'est quelque chose qui pourrait déjà de base là directement créer de la discrimination qui est en soi, qui n'a rien à voir avec la compétence recherchée pour n'importe quel métier d'ailleurs? C'est du donnant-donnant. Et Je vois en quoi c'est du donnant-donnant. Qui donne quoi là? C'est de la négociation. Et en fait, aussi, le nœud de toutes nos discussions, ça va être la négociation. Notamment, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi c'est de la négociation? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de négociation, puisque en tant que personne qui doit se faire recruter, si tu n'es pas dans la guilde, tu n'es pas recruté. Donc, il n'y a pas de négociation là. C'est très américain dans l'esprit. L'esprit corporatiste, tu vois, même dans les mouvements sociaux et tout, tu vas avoir les Black Lives Matter. Et en fait, c'est un mouvement antiraciste, mais qui est spécialement, qui s'occupe principalement du problème des Noirs. Les États-Unis. Je comprends que tu as envie de m'expliquer, mais là, ce que j'aimerais avoir comme réponse, c'est plutôt quel est ton avis sur ce que toi t'en penses. Est-ce que tu trouves que c'est bien, est-ce que tu trouves que c'est pas bien, ou est-ce que tu t'en fous? C'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt que de comprendre. Je comprends qu'il y a des corporations, que du coup il va y avoir des groupes, des machins, des deals qui vont se faire entre eux, très bien. Mais là, ma question concrète, c'est par rapport à un deal entre une guilde et une société qui dit que une fois que ce deal est fait entre les deux, la société ne peut plus qu'engager des gens qui sont dans cette guilde. Est-ce que pour toi tu trouves ça bien, pas bien, ou t'as pas d'avis? Si c'est bien fait, alors pour te répondre déjà, je m'en fous pas. Et c'est vrai que dans mon entourage professionnel sur cette branche-là, il y a quand même une grande majorité de personnes qui sont pas intéressées par ce genre de truc. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant qu'on ait cette discussion, si jamais ça peut. Carrément. Après, je trouve ça intéressant, qu'il y ait un aspect syndical, qu'il y ait un groupement de personnes qui puissent se faire entendre et dans le cadre de négociations et du bras de fer entre les salariés, enfin, entre les gens qui travaillent et les employeurs. Je vais quand même mettre un petit bémol sur bras de fer. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui présentent ça comme un combat. Je pense pas que ce soit forcément le terme à utiliser entre on va utiliser le terme salariat, par exemple. Négociation. Aussi, je vais faire entrer quelque chose aussi dans notre discussion c'est un mot qui est absent de ton podcast, c'est le mot contrat. Ouais, ok. Ouais, et le contrat est lui aussi une négociation, on en parlera un peu plus tard. Donc, déjà, rien que le fait qu'il puisse y avoir une réunion de personnes qui puissent à être à hauteur de pouvoir discuter avec l'employeur, je trouve ça bien. Ouais, ok, moi aussi. Voilà. Après, cet aspect exclusif c'est ça qui m'intéresse plutôt. Ou non, si c'est bien fait, pourquoi pas. Après, pourquoi si c'est bien fait? Qu'est-ce que tu entends par bien fait? Comment tu définirais bien fait? Si ça met des gens sur la route, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais alors du coup, ce que je veux dire, c'est comment, si par exemple toi tu montes une guilde, du coup, parce que j'ai utilisé le terme du coup américain, tu montes une guilde, comment tu exclus les gens? Ils utilisent le terme union aussi. Union, ok. Donc tu montes ton union, comment tu exclus du coup, de manière bien, les gens de ton union? Comment tu fais ça bien? Comment exclure des gens de ton union peut être bien, et si oui, comment? En fait, tu vas rassembler le plus de personnes de telle branche et tu les fais rentrer dans ton syndicat, dans ton union. D'accord, mais donc là tu expliques comment tu acquiers des gens, mais tu m'expliques pas comment tu les refuses. Parce que moi, ce que je trouve bizarre avec cette solution-là, tu vois, imaginons, je veux être... comment tu les exclus? Puisque tu me dis que c'est exclusif. C'est ça qui m'a choqué dans ce que tu as dit, c'est que si les gens font un deal entre la société et la guilde, ça devient exclusif. Si toi, en tant que futur employé, potentiel futur employé, tu n'es pas dans cette guilde, tu ne peux pas te faire embaucher. C'est ça qui m'intéresse. C'est du coup, toi, en tant que futur employé, si jamais on ne te laisse pas rentrer dans la guilde, t'es niqué. Quoi ça, c'est bien? Alors là, c'est pour ça que je te disais que je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas un juriste. Je vais parler de généralité. Là, je ne sais pas dans quelle mesure la SAG-AFTRA, par exemple, peut refuser à quelqu'un de rentrer. Alors moi, par exemple, tu vois, j'ai les trucs, tu vois, sous les yeux, et honnêtement, je trouve ça relativement inquiétant. Donc par exemple, tu vois, je vois ce que les membres de la donc WG1, donc qui fait partie de la SAG-AFTRA, n'ont pas le droit de faire pendant la grève. Et du coup, d'après ce que tu fais, si tu le fais, du coup, t'es viré. Par exemple, tu n'as pas le droit d'accepter un travail d'auteur ou d'acteur avec une compagnie. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que avec une autre compagnie. Avec une autre compagnie. Donc, interdiction de travailler pendant la grève. Donc si tu travailles, tu es viré de la SAG-AFTRA. Donc si tu travailles, tu es viré. Si tu continues à travailler pendant la grève, donc peut-être tu avais un contrat et que la grève se déclenche et que tu n'arrêtes pas de travailler, tu es viré. Si tu
atteint un meeting, donc genre tu vas en réunion, ou si tu as une conversation avec les gens qui travaillent dans la compagnie qui sont visés par cette grève, tu es viré. C'est quand même légèrement liberticide, je sais pas ce que t'en penses. Là, j'ai les règles sous les yeux, hein. Je suis en train de lire vraiment de leur site. C'est le système, c'est un système à l'américaine, hein, où c'est très formaliste. Tu vois, c'est le métier d'avocat aux États-Unis. Et du coup, j'aimerais savoir en quoi ça, c'est quelque chose qui peut être bien. Tu vois, moi, je lis ces règles, tu vois, et je vois pas en quoi ces solutions-là, elles peuvent améliorer la condition de d'ailleurs n'importe qui. À quel moment je trouve interdire à quelqu'un de travailler est une bonne solution. Je vais pas, comme je te l'ai dit au début, je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour expliquer les mécaniques. Personnellement, je suis pas un gros fan du modèle américain. Ok. Mais je vais pas rentrer là-dedans. D'accord. Ah non, mais voilà. Ok, mais c'est vrai, la réponse me suffit. Ok, cool. Mais voilà. Et donc, bon, en interne, ils ont un mouvement démocratique. Et là, récemment, c'était le 26 septembre, si je ne me trompe pas. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des liens. J'ai quelques. Si tu veux, tu pourras me les envoyer, je les mettrai dans la description. Comme ça, les gens l'auront, ils pourront les regarder. Qui a donc la SAG-AFTRA qui a attaqué aussi le terrain du jeu vidéo. Et donc, ils ont fait une réunion avec les gros éditeurs. Bon, je ne les ai pas tous en tête là-dedans. Mais en préliminaire, ils ont déjà fait un vote pour savoir s'ils étaient prêts à faire la grève. Il y a eu une majorité pour la possibilité de faire la grève. Et après, ils sont allés aux négociations. Les négociations du 26 septembre ont échoué. C'est-à-dire que les studios ont refusé ou n'ont pas donné suffisamment de trucs. Et donc là, le risque de la grève est parti. C'est-à-dire que donc les gens syndiqués ont donné leur accord pour partir en grève s'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Et donc maintenant que les studios ont refusé, ça risque de vraiment partir en grève. Ok. Voilà. Pour revenir sur ton sujet du podcast et de la grève, tu as axé les revendications des gens sur les droits d'auteur. Ouais, d'après ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être ça. Après, peut-être que je me trompe. Voilà. Là, tu peux me dire si je me trompe ou pas. Voilà, moi aussi, j'en ai ma main, j'ai trouvé, tu vois, tu fais une recherche, tu vas sur un site de fou de l'extrême gauche, TF1, donc là au moins t'es tranquille, ça sera pas, et qui te donne une synthèse assez claire de ce qui se passe et tout. Moi j'ai été les chercher sur le site directement de la SAG AFTRA, ils ont une section sur ce qu'ils demandent. C'est de là que du coup j'ai pris les infos. Donc, il n'y a pas que. Enfin, c'est même pas spécialement du droit d'auteur. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de grève. C'est surtout. Les ressorts de tout ça, c'est l'argent et la distribution de l'argent suite à une prod. Donc, je pense que c'est à la fin dans les années 80, déjà, il y avait une grève comme ça, quand il y a eu la distribution des films sur des cassettes vidéo. Donc, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait. Et les gens de la prod voulaient leur part du gâteau là-dessus. Donc il y a eu aussi dès qu'il y a un changement de support, ils veulent que les retours de ressources s'adaptent en conséquence en fonction des trucs. Ouais. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec ça, personnellement. Là, on a des changements profonds dans la prod où la production, la réalisation et la diffusion sont concentrés dans les mains de groupes uniques, Disney, Netflix. Maintenant, ils font leur propre prod et ils les distribuent eux-mêmes. Ouais. Il y a même maintenant des prods qui vont directement sur les plateformes qui ne passent pas par la case cinéma, salle de cinéma. Résultat, toutes les entrées, tous les droits d'entrée au cinéma baisse, voire n'existe plus. C'est une perte sèche pour les gens qui font des films. Pour les gens qui font des films, c'est-à-dire pour tous les acteurs, les techniciens et tout ça. Alors pourquoi, je ne comprends pas pourquoi le fait que... parce que le nombre de films en tant que ça n'a pas diminué. Donc la quantité de production est la même. Donc il y a la même quantité de travail. Elle est juste, comme tu le dis, concentrée dans un plus petit endroit. Donc pourquoi ça diminuerait Je comprendrais que ça diminuerait les entrées au cinéma. Ça, je comprends tout à fait que ça diminue les entrées au cinéma si les choses sortent sur les plateformes. Mais du coup, c'est les cinémas qui perdent de l'argent, pas les gens qui vont être scénaristes, auteurs, éclairagistes, cadres, etc. Puisque le nombre de films qui sortent sont le même nombre. Ou je me trompe? Si. Parce que quand tu distribues un film, tu as une salle de cinéma, tu vas acheter le droit de projeter ce film. Ouais. Donc cet argent, il va à la prod. Mais qu'est-ce que tu appelles la prod? Parce que non, si je distribue mon film et que je paye le cinéma, l'argent il va au cinéma, il va pas à la production.
Ah, mais il va à la production, bien sûr. Qu'est-ce que tu appelles Ça- on va par la production? Parce que j'ai produit Il y a mon la film. production, la distribution et la réalisation. Attends, Et alors tout ça, c'est un circuit économique ah, mais là, il y a un truc que je comprends pas global. sur ta description. Parce que, et tu vas me dire si je me trompe. On est d'accord que je produis un film, j'ai 100 millions de dollars, je fais mon film, ok. Mon film est produit, d'accord. Maintenant, je vais du coup louer les salles de cinéma pour le projeter. Donc, dans mon budget des 100 millions de dollars que j'ai décidé pour le film, je paye la salle de ciné. Mais on est d'accord que dans les 100 millions de dollars, tous les gens qui ont travaillé pour le film ont déjà été payés, si ce n'est les petits rôles qui ont des droits d'auteur, mais du coup on va les mettre de côté pour l'instant. Ceux qui ont fait la prestation de service du film et dont le film est terminé, ils ont déjà été payés, c'est réglé. Donc je vois pas en quoi le film, le fait qu'il soit diffusé ou sur une plateforme ou au cinéma ou sur autre chose, impacte le salaire des gens qui ont bossé sur le film, puisque le film est déjà terminé, ils ont déjà été payés. La seule personne que ça va impacter, c'est le studio en lui-même, c'est celui qui produit le film, c'est seulement lui qui va diminuer sa tranche de revenus ou l'augmenter en fonction de où est-ce qu'il va être distribué. Mais en quoi ça impacte les gens qui ont travaillé sur le film? Ça va impacter les gens qui travaillent sur le film, au sens que comme tout est centralisé, Oui. hein, les gens effectivement sont de plus en plus appelés à faire de la prestation et restent comment dire, un peu les pieds et les mains liés vis-à-vis du donneur d'ordre. Hein. Le donneur d'ordre, maintenant, c'est plus juste le producteur, c'est plus le réalisateur, tout ça, c'est un seul groupe. Oui, ok. Et donc, tout ce manque à gagner des salles de cinéma va directement aux gens de la plateforme, mais ils vont plus aux gens de la production et de la distribution. Du Bah, coup, tu vas te retrouver oui, avec normal. des enveloppes Mais globales qui vont se réduire Mais non, je vois pas en quoi, pour la production. pourquoi l'enveloppe globale irait se réduire, puisqu'au final, le coût de production du film est le même. C'est juste le revenu de la distribution qui a changé. Donc en quoi ça change les gens qui ont travaillé sur le film? Ça change dans le fait que on n'a pas le même schéma qu'en France, par exemple. En France, tu as des aides et des subventions de Ah ouais, l'État. mais moi je Il y a parle vraiment le du CNC. schéma américain, là. Je parle pas du schéma français. Je vois pas en quoi le fait Non, que... mais c'est pour mieux t'expliquer. Ouais. Tu vois, grâce au CNC, la production permet d'avoir une enveloppe globale dans laquelle, si tu n'as pas une grosse enveloppe de base, tu as de l'aide de l'État pour payer tes acteurs, pour payer tes Mhm. techniciens et tout. Quel est le rapport avec l'exemple Le américain? rapport, c'est qu'aux États-Unis, tu n'as pas du tout ces Ouais. structures d'aide. Et donc? Et c'est là-dessus qu'ils se reposent et ils veulent leur part du gâteau C'est qui il? de les acteurs, les techniciens, les réalisateurs. Ils veulent que tout ça ne parte pas directement dans les poches de Netflix ou de Disney. Ils veulent que ça fasse partie d'une enveloppe globale de l'ensemble de la prod. Donc, si je résume bien, et tu me dis si je me trompe et si j'ai bien compris ou pas, les gens qui travaillent, donc je vais dire acteurs, réalisateurs, techniciens, parce que bon, en tant que moi j'ai jamais vu un seul artiste 3D demander d'avoir des revenus sur une plateforme parce que leur film était diffusé. Donc je vais prendre les gens qui étaient vraiment Mais c'est purement tout sur la nouveau, production. c'est tout nouveau, c'est en train de se faire. Et bah, justement, du coup, donc tu vas me dire si si je me trompe ou pas. Ces gens-là, ils demandent une fois que le film a été réalisé, donc une fois qu'ils ont Ouais, déjà ouais. été payés pour leur prestation de service, d'avoir d'autres revenus parce que l'œuvre à laquelle ils ont participé est diffusée sur une plateforme. C'est bien ça. C'est ça qu'ils Non, demandent. c'est pas ça. C'est Ah, une c'est fois pas que ça. la prod est faite, Mhm. ils vont faire une autre prod Ouais. qui bénéficiera des retombées de la diffusion sur les plateformes. Comme les grèves précédentes, les accords précédents faisaient qu'on pouvait tirer des revenus de l'exploitation en salle. Maintenant que l'exploitation en salle a tendance à s'amoindrir, voire disparaître, Mhm. ce qu'ils veulent, c'est faire des accords sur les plateformes pour avoir aussi une source de revenus pour l'enveloppe globale. C'est pas sur une prod donnée, sur une prestation donnée qu'ils vont avoir ces trucs. Donc, si je C'est comprends dans bien, l'ensemble, il ouais. faut voir que c'est dans l'ensemble de le système de production. Ok, je me permets de résumer, tu me dis encore une fois si je me suis trompé, c'est juste histoire de comprendre si j'ai bien compris ce que tu voulais m'expliquer. Donc au lieu de faire le chemin comme je viens de faire sur une seule production, l'idée c'est que comme les futures productions, enfin les productions actuelles sont plus rentables parce qu'elles sont sur des plateformes, du coup il y a plus d'argent dans les studios de production, donc il n'y a pas de raison que cet argent ne soit pas redistribué aux gens qui font le film, c'est bien ça? Donc quand tu m'expliques. Exactement, Ok, exactement. alors moi je te donne un argument complètement qui est à l'encontre de ça, c'est la personne qui réalise le film, que le film soit fait à 1 million ou 10 millions, elle fait le même travail. Pourquoi, du Oui. coup, si le studio a plus de bénéfices, pourquoi il reverserait plus d'argent à cette personne alors qu'elle a fait le même travail? Si cette personne a apporté au studio la même valeur, avec les mêmes compétences, pourquoi elle serait payée plus? Et ça, peu importe la corrélation qu'il y a avec bénéfice ou non. Si le studio a 100 millions de bénéfices ou 1 million de bénéfices, pour moi, ça ne rentre pas en compte. La question, c'est si la personne ne s'est pas améliorée, si ses compétences sont les mêmes, pourquoi elle mériterait d'être payée plus?
C'est une raison comment dire, pas de confort, mais comment tiens, on a besoin d'énormément d'enveloppes d'argent pour les productions cinéma classiques, encore plus pour l'animation et tout. Alors quand tu dis Si enveloppe la- d'argent, tu veux dire le fait d'aller emprunter par exemple 100 millions pour faire un film, c'est ça dont tu parles quand tu dis enveloppe d'argent? Mais oui, tu D'accord. vois, regarde, Sam Raimi sur Evil Dead, il a financé son premier film avec il a tapé à la porte à un syndicat de dentistes. Mhm. Hein. Peu importe d'où vient l'argent, Ouais, ok. tu as besoin d'argent pour produire le truc. Ça Le là-dessus, on est problème, d'accord. c'est que quand il y a une situation monopolistique comme ça, tu vas avoir tendance à faire stagner l'argent destiné aux productions. Et là aussi, Alors dans ces pourquoi? revendications, Parce que là tu dis, tu mets ça comme un constat, mais pourquoi le fait que ce soit un monopole, pourquoi l'argent des prods irait stagner alors qu'aujourd'hui les productions des films ont jamais coûté aussi cher? Pourquoi du coup là, moi par rapport à ce que tu me dis et ce que j'observe, dans les 10 dernières années, il n'y a jamais eu autant de productions aussi chères, donc ça a augmenté de fou, donc j'ai pas l'impression que ça stagne, au contraire j'ai l'impression que ça augmente, mais toi tu me dis que ça stagne. Pourquoi ça stagne pour toi? parce que quand il y a plusieurs boîtes qui travaillent ensemble sur une production, Mhm. hein, plusieurs systèmes, ils vont être plus ou moins en concurrence Ouais, et ok. ils vont être en concurrence sur la qualité, sur le Mhm. prix ou des Tout à trucs fait, comme ouais. ça. Si on arrive à regrouper tout ça, Mhm. il n'y a plus cette Ouais, problématique-là. en Donc effet. du coup, la personne qui détient ce monopole fait ce qu'elle veut. D'accord. Donc là, la peur du syndicat, c'est le fait que, par exemple, demain, on enlève Netflix, HBO, il reste que Disney. Imaginons. Hein. Donc il y a vraiment un monopole pur et dur. Et Mhm. du coup, Disney, n'ayant plus de concurrents, ne doit plus se dépasser. Donc les productions stagnent, à la limite même baissent en qualité, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et du Pourquoi faire coup, un tout le effort? monde en Voilà. dessert. Ok, bon, ça, je comprends bien. Et du coup, pour le coup, là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ok. Et, et donc voilà, donc il y a cette histoire-là. Donc ils avaient déjà eu un accord pour les cassettes vidéo, pour les Mhm. CD. Et ben, on se met sur une table, on négocie, pas le bras de fer, mais on négocie. C'est juste une Mhm. négociation. Et voilà, il y a une nouvelle source de revenus. Et ben, on se met d'accord pour avoir ce truc. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a, bon, Ouais, il c'est y a un aussi point. Déjà, l'utilisation de l'IA. Il y a aussi bon, des questions vis-à-vis de l'augmentation des prix, l'inflation. ouais. Voilà, ils veulent indexer les salaires vis-à-vis Ok. de Alors, l'inflation. voilà, du coup, Tout le il y a monde veut plein. ça. Par exemple, là, à l'heure actuelle, en France, le gouvernement refuse. Ouais, mais alors du coup, il y a plein de points intéressants là. T'as parlé d'IA, t'as parlé d'indexer des salaires sur l'inflation, et t'as parlé au fait finalement, ils se sont arrêtés pour négocier sur parce qu'il y a une nouvelle plateforme de diffusion. Donc en effet, ça provoque des revenus qui sont et nouveaux et différents avec les cinémas. Donc évidemment, ça me paraît logique qu'il y ait une négociation. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que moi dans mon podcast, c'est jamais la négociation que je critique. Hein. Négocier quelque chose, ça me paraît normal et il n'y a aucun problème avec ça. Mmh. Ce que je critique, c'est que c'est souvent des mouvements qui sont tout le temps en train de défendre la personne qui est la moins bien payée et de dire que c'est injuste, etc. etc. Et ce qui, moi, m'énerve un petit peu dans le podcast, c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé des termes un peu crus, c'est qu'en faisant ça, du Pas coup, qu'un ils ont peu. provoqué. En plus, il fallait quand même pas réfléchir 2 secondes en sachant que ça allait faire ça, c'est qu'en stoppant l'industrie 3 mois, ils ont provoqué des pertes de métiers qui sont juste démentielles en France, au Canada, en Angleterre. Enfin, là, aujourd'hui, tu vois, à Paris, du coup, j'ai des intervenants dans l'école, je leur pose à chaque fois les questions, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 80% des gens ont été licenciés dans la majorité des studios qui font du cinéma. 80%, c'est quand même beaucoup, 80%. Donc ça veut dire que en voulant renégocier leur salaire, en disant on fait grève pendant 3 mois, hein, ça fait à peu près 3 mois qu'on dure, ils ont du coup littéralement mis à la rue toute la prod qui suivait alors que les gens n'avaient rien demandé. Et du coup, moi, ma conclusion à ça, et j'aimerais savoir si tu es d'accord ou pas, et si t'es pas d'accord, pourquoi tu n'es pas, c'était, je me disais simplement, je trouve ça un petit peu égoïste d'aller négocier son salaire en disant on est les gens du bien, alors qu'en fait, en faisant ça, ils sont en train de créer une catastrophe économique sur toute la suite de production, parce que tout le monde est bloqué à cause d'eux. La question, c'est, je me suis dit, si tu veux négocier, ok, mais est-ce que vraiment tu es obligé de faire grève? Et si oui, est-ce que tu es obligé de carrément virer les gens de ta structure s'ils retravaillent? C'est ça, moi, que je critique surtout. Alors, je reviens sur ce que je disais au début. Je ne vais pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Hein, je parle mécanique. Mais Mhm. là, on est dans le cadre d'une négociation, d'un bras de fer. Et plus tu peux avoir d'impact, Mhm. Ouais, plus d'accord, tu ok. vas l'utiliser. Ouais. Ok, donc ouais, eux, ils réfléchissent, ils Euh, se disent, ok, plus on fout entre guillemets un bordel, plus les gens vont devoir trouver une solution pour que ça s'arrête, et du coup, plus on a de pouvoir. Globalement, hein, c'est ce que tu me dis. là, on voit bien qu'à chaque fois qu'ils viennent aux tables des Mhm. négociations, ils se heurtent face à un mur. Ok. Hein. Après, je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils Mhm. n'ont pas raison, qu'ils vont gagner, qu'ils ne vont pas gagner. Hein. Mais bon, toi, par exemple, là, dans ton podcast, tu t'es axé sur l'histoire du droit d'auteur. Alors que Ouais, bon, c'est je beaucoup parlais plus beaucoup de ça, vaste ouais. et beaucoup plus compliqué que ça. Une autre chose,
aussi, tu utilisais, voilà, en gros, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, voilà, en fait, les gens qui font grève, ils mettent d'autres personnes dans la mouise. C'est exactement ça. Et là, c'est un truc que je trouve qui est relativement vrai quasiment tout Et le temps. ça c'est des éléments de langage utilisés Ah bah non, dans je les suis désolé, médias à l'heure c'est actuelle. factuellement vrai. À partir du moment où tu fais grève et que tu es dans un engrenage et que tu casses ton engrenage, tout le reste Et dégage derrière. on utilise souvent le terme, par exemple, les grévistes de la SNCF prennent les usagers en otage. Alors ouais, mais après, tu vois, moi ce que je trouve différent, alors, je suis pas pour les grévistes de la SNCF, mais par contre, quand les gens font grève à la SNCF, ils sont pas payés. Donc tu vas me dire, au moins, les grèves là aux États-Unis, elles sont payées. Les gens là, qui font grève en tant qu'acteurs et auteurs, elles sont payées. C'est écrit sur le site, j'ai été vérifié. L'association qui fait prend en charge les rémunérations des gens. Je sais pas si c'est 100%, mais dans tous les cas, ça me paraît quand même étonnant de dire aux gens, vous pouvez faire grève et vous continuez à être payé. Il y a un moment, du coup, si le coût de la grève est de zéro parce que tu es toujours payé, il y a un moment déjà, quel est l'intérêt d'arrêter de faire grève? Parce que, individuellement parlant, autant continuer à faire grève tout le temps. Et ensuite, Ils prennent en charge, il y a des soutiens, mais non, ils sont pas payés. alors, C'est faux de dire je ça. remettrai Tu as vu qu'il y a il y a des acteurs qui se mettent en ligne et qui font des dons justement pour soutenir les grévistes. Alors ouais, mais du coup, moi, le lien que j'avais lu, c'était vraiment, ils avaient un salaire versé. Je remettrai du coup le lien que j'avais trouvé dans la description du podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, pour moi, c'est bien ça en fait. C'est la grève en tant que telle n'est pas un souci. Mais par contre, déjà, il faut peut-être se rendre compte que déjà, quand tu fais une grève, tu impactes une industrie qui est beaucoup plus grande que toi. J'ai pas l'impression que c'est ce dont se rendre compte. Tu vois, quand je vois des gens il y a des acteurs qui gagnent plusieurs millions d'euros, et tant mieux pour eux, super. Mais qui par contre commencent à soutenir les grèves, je me dis, attends, le fait que tu aies pu aller dans ce milieu, et c'est justement parce que du coup, toi, tu as été discriminé pour tes compétences et pour tout ce que tu pouvais apporter à l'image que tu as été pris, et tu soutiens des grèves qui sont à l'extrême opposé de toi, et des gens qui, justement, s'ils font grève, j'imagine qu'ils galèrent dans le domaine d'être auteur ou acteur. Je trouve ça un petit Là, peu on en rentre dans les cas individuels. Hein, on n'est pas trop dans les trucs généralistes. Par exemple, je connais, par la bande, hein, tu connais l'acteur français Trintignant. Je suis pas très bon, j'avoue, sur les people et tout, je suis pas expert. Hein. C'est un acteur des années 70. Je suis peut-être un peu jeune. Ok. Voilà. Très, 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 très connu. Qui avait des cachets sur ses films super importants. Et on lui proposait le statut d'intermittent du spectacle. Il refusait de toucher les assédiques parce que il considérait qu'il gagnait suffisamment sa vie et que ce système d'intermittent du spectacle, c'est justement pour aider les techniciens, les acteurs qui en avaient besoin. Ouais. Après, il y a des acteurs qui se touchent des millions sur ces films, qui touchent aussi les assédiques. Là c'est vraiment selon les personnes et tout. Ok, et alors, la remarque plutôt du coup que tu expliquais sur le fait que les grévistes quand même prenaient en otage, tu prenais l'exemple de la SNCF, mais c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est exactement ça en fait. En vrai, tous les voyageurs quand la grève fait SNCF sont emmerdés, c'est le terme. Moi, du coup, sur le fait que j'ai été relativement creux avec ces gens-là, c'est que ce que je critiquais, c'est que j'ai l'impression toujours, que quand les personnes font ça, c'est qu'ils se foutent un petit peu des conséquences que ça a sur la vie des autres, surtout que, et c'est ma conclusion, c'est que j'ai pas l'impression que quand tu sois auteur ou acteur, ta vie soit si difficile que ça. Dans le sens où, je suis désolé, mais quand t'es éboueur ou quand tu travailles à McDo, je pense que c'est un peu plus hardcore, et pourtant je vois pas les gens de McDo faire grève tous les dimanches, tu vois. Très bien, j'avais remarqué ça aussi dans ton podcast la première fois, où tu disais que les gens qui faisaient grève étaient relativement privilégiés. Clairement, par rapport à d'autres personnes. C'est tout à fait mon point de vue, ouais. Et comme on va dire que justement les grévistes de la SNCF c'est clair, ouais, tout à fait. sont des privilégiés parce qu'ils ont des droits spéciaux et tout ça machin. Ça, pareil, toujours, c'est de la dialectique des médias de droite qu'on nous serine régulièrement dans la tête. Après, les auteurs, je ne connais pas, mais les gars de la SNCF, ils sont clairement privilégiés. Ils ont une retraite plus élevée, ils sont payés plus à l'heure que d'autres fonctionnaires. Clairement, ils sont factuellement privilégiés. Il n'y a rien à dire là-dessus. Historiquement, ils ont obtenu des droits et d'année en année, on leur enlève des droits.
je dis pas qu'ils ont raison, je dis pas qu'ils ont tort, mais je comprends tout à fait. Alors ouais, moi non plus, je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ça. ont tort, mais je dis juste que factuellement, par rapport à d'autres fonctionnaires, ils ont à compétences égales et un salaire plus élevé et des avantages plus élevés. Ça, c'est simplement ce que je dis. Oui, mais justement, on grignote d'année en année nos droits. Là, on en est arrivé, on a perdu, on nous a collé 2 années de travail supplémentaire pour la retraite, tu vois. Mais tu dis on, C'est un mais mouvement général. attends, je me permets, on, mais moi, là, je ne parle pas des fonctionnaires en général, hein, je parle juste de la SNCF. Oui, mais c'est pas des. Enfin, c'était des fonctionnaires, mais de moins en moins maintenant. Oui. La SNCF ne sont pas des fonctionnaires? La SNCF, Ben, de moins en moins, de moins en moins, il y a de plus en plus, il faut entrer de plus en plus de privés dans l'activité. Tu vois, les Inouïs, tout ça, les machins. Tu vois, la SNCF en tant que telle a perdu de sa superbe d'année en année oui, avec la libéralisation. Et c'est contre ça qu'ils luttent. Et en fait, c'est faux de dire qu'ils sont égoïstes, qu'ils pensent qu'à leur pomme et tout. Alors Tout pourquoi? mouvement de grève. Parce que s'ils font grève, c'est contre justement ce système de libéralisation où Est-ce que tu l'État peux définir libéralisation, s'il te plaît? Ah ben, la libéralisation, c'est c'est le capitalisme, euh, c'est le mode de fonctionnement du libéralisme où l'argent doit circuler sans contrainte. Donc, s'ils sont contre ça, pourquoi ils sont? Parce que du coup, je comprends pas l'inverse de ça, du coup. C'est quoi l'inverse de ça? Et l'inverse de ça, ben voilà, c'est un curseur. Hein. Là, tu as le libéralisme et là, tu as le communisme. Alors, C'est-à-dire. je suis désolé, mais c'est pour notre audience. Est-ce que tu peux définir communisme, du coup? Alors, je vais schématiser Ok. très grossièrement. Mais pour le mettre sur le même diagramme, tu vas avoir la libéralisation économique sans entrave. Et de l'autre côté du spectre, tu vas avoir un contrôle total sur les flux d'argent. Donc, si je me permets de réexpliquer ce que tu as dit avec des mots simples pour être sûr que j'ai bien compris et que l'audience a compris, le libéralisme, c'est en gros n'importe qui peut échanger de l'argent avec n'importe qui sans qu'il y ait de contrôle et sans qu'on nous emmerde, entre guillemets. Et le communisme, ce serait l'inverse, c'est que dès qu'il y a une transaction entre deux parties, un contrôle va être fait en disant voilà, est-ce que c'est bien essayé, est-ce que ça respecterait telle Ça va plus réglementation, loin, etc. dans le communisme, tu n'as plus de propriété privée. Ouais. Tout appartient à l'État. Il n'y a l'État. même plus de transaction en fait entre deux privés en fait au final. Et en fait, nos sociétés sont construites en positionnant plus ou moins le curseur entre ces deux extrêmes, et on va se retrouver avec des économies plus ou moins libérales ou plus ou moins dirigées par l'État. Ouais. En France, vu depuis les États-Unis, certains extrémistes de droite américains considèrent que la France est un pays communiste. C'est une hérésie que tout le monde... C'est une hérésie que tout le monde donne de l'argent. À chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu payes des cotisations, tu payes des taxes qui vont profiter à tout le monde. Mais non, moi, je travaille, je fais ma prestation, je veux tout mon argent pour moi. Et alors, je comprends pas parce que tu dis les États-Unis, mais par exemple, aux États-Unis, la tranche d'impôt sur le revenu est plus grande qu'en France, par exemple. Après, ça dépend. La tranche d'impôt sur le revenu, c'est 45% le maximum. Aux États-unis, c'est 48%. Je peux pas répondre à ta question. Surtout qu'aux États-Unis, il y a 50 États et ils ont tous des politiques fiscales différentes. Donc là, je ne peux pas te donner les tranches d'imposition des impôts. En général, c'est très faible. Le Delaware, qui est un paradis fiscal, n'a quasiment pas d'impôts. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Parce que moi, j'avais comparé et au final, si tu es riche en France ou riche aux États-Unis, il vaut mieux être riche en France. Hein. Tu payes plus d'impôts aux États-Unis. Hein. En tout cas, sur une personne physique. Là, je te crois sur parole. Là, j'ai pas les. Mais bon, peu importe. Un truc qui m'intéresse surtout, c'est tu m'as dit du coup, les gens qui font grève. Du coup, on va reprendre l'exemple des auteurs. Ils font grève pour les autres. La libéralisation du marché. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ce que ça veut dire et du coup, contre quoi ils se battent du coup, on comprend. Mais pourquoi du coup? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de tout ça? Ils font grève pour les autres aussi. Ceux qui font grève avec les SAG-AFTRA en Californie, quelque part, ils travaillent aussi. Enfin, ils font grève aussi pour leurs droits. Et rien que le fait de se battre sur les droits, ça peut donner des idées à d'autres et ça peut changer la donne dans les différents métiers qui sont impactés justement par cette grève. C'est pas juste pour eux qui font ça. C'est contre un système et c'est juste une honnêtement, je pense que tu leur donnes un peu trop de crédit. Je veux dire, c'est pas uniquement pour eux qui font ça. Je sais pas si t'as vu ce qui se passe dans une grève, mais on n'est pas sur des gens qui sont en train de réfléchir à 100 ans plus tard, à se dire ouais, si on fait ça, peut-être qu'il y aura un effet boule de neige, etc. Je suis désolé, moi ce que je vois dans les grèves, c'est des gens qui en ont strictement rien à foutre et qui ont envie de bosser. Excuse-moi, mais c'est ce que je vois factuellement. Dans tout groupe de personnes, tu vas avoir des leaders, des penseurs, des gens plus ou moins concernés et des gens qui suivent. Je ne vais pas te dire que dans une manif où il y a 10 000 personnes, tu as 10 000 penseurs fondamentaux. Non, mais d'accord.
truc. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi, en fait, ce qui m'étonne vraiment, c'est que les gens qui ont écrit le site de leur gouvernement, enfin, pas le gouvernement, la guilde, eux, c'est les penseurs, tu vois. Et j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent écrire des règles comme je t'ai lu au début. J'ai l'impression que ces règles, elles sont quand même très liberticides, et je vois pas en quoi, en fait, ça sert la cause d'interdire quelqu'un de travailler. Dans les deux cas, je vois, parce que en gros, c'est vraiment du coup dire. Ça, c'est le mode de fonctionnement de. Ouais, mais du coup, Voilà. tu vois, j'essaie de me mettre à leur place. Je me dis, ok, notre objectif, c'est d'avoir des conditions qui soient meilleures pour les auteurs et les acteurs. Et au final, ce qu'on va faire pour avoir ça, c'est que pendant 3 mois, on va interdire à tous les acteurs et les auteurs de travailler. Je me dis, en quoi c'est une bonne solution ? Moi, je suis un studio, je vois ça. Le premier truc que je fais, c'est je saute sur l'IA. Si on me dit tes acteurs et tes auteurs ne peuvent plus venir travailler à partir de demain, je dis pas de problème. Et ben je vais aller chercher une IA et je vais les remplacer. Tant pis pour vous. Donc je veux dire, en quoi en tant qu'acteur et auteur, c'est une bonne chose de faire ça ? J'ai l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied. En tout cas, c'est vraiment l'idée que j'en ai de l'extérieur, moi. Par rapport à l'IA, tu parles ? Par rapport à l'IA, mais même par rapport à tout. Enfin, je veux dire, si demain, moi, j'étais un studio de production et que j'avais une structure comme la SAG AFTRA, qui venait me dire, voilà, on va forcer les gens dans notre guilde à ne plus travailler pour les studios tant qu'on n'a pas validé ces négociations-là. Moi, en tant que studio, je me dirais, attends, si à chaque fois je dois gérer ce genre de truc quand on prend une décision, c'est vachement risqué parce que si demain j'ai plus d'acteurs ou d'auteurs, c'est une catastrophe pour moi. Et donc, je vais faire tout pour m'en passer. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne les forcent pas. C'est-à-dire, il y a eu un vote au préalable. Non, le vote, il se fait dans la SAG AFTRA, il se fait pas avec les studios. Non, mais il se fait avec les participants de la SAG AFTRA. Oui, donc c'est ça. La SAG AFTRA ne force pas les gens à faire la grève. Alors, d'accord, mais ce qu'il dit, c'est que par contre, si en temps de grève, tu travailles, t'es viré. Alors, donc, en effet, il force pas les gens à faire la grève, je suis d'accord. Mais par contre, si la grève a été votée et que toi, dans la structure, tu fais non, je veux pas faire grève, et bah tu dégages. Voilà. Et ben voilà. Et ben, c'est aberrant. C'est quelque chose qui est quand même très dangereux. C'est leur mode de fonctionnement. Oui, d'accord, ok. Mais du coup, c'est aussi, du coup, tu disais que j'avais des mots crus et tout, tu vois. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, j'ai pas l'impression que mes mots soient si hors de contexte que ça quand on empêche quelqu'un de travailler, et s'il travaille, on lui dit tu dégages. Moi, je trouve ça vraiment liberticide, et je trouve ça vraiment problématique. Je trouve ça vraiment particulièrement même dangereux d'avoir une structure qui puisse décider si toi ou non tu travailles. Moi, j'aimerais bien qu'on me laisse la liberté de travailler si j'ai envie de travailler, tu vois. Ou de pas travailler d'ailleurs. Mais j'aime pas que. Je trouve ça très bizarre qu'une structure qui soit. Parce que c'est une structure qui est relativement grosse quand même. Hein, parce qu'elle impacte toute l'industrie. Cette structure-là a le pouvoir de décider que tous les acteurs s'arrêtent. Et donc, moi, en tant que studio, si jamais je suis un studio, je me dirais, ok, cette structure, elle me fait peur. Et en tant que personne dedans, je me dirais, je n'ai plus le choix de savoir quand est-ce que je peux travailler. Dans les deux cas, peu importe dans le camp où je suis, je trouve que la structure en tant que telle ne rend service à personne. Je sais pas ce que t'en penses. C'est, comme je te disais, hein, c'est le modèle américain. Ça va concerner que les acteurs, que les scénaristes en particulier. Par contre, les autres branches de l'industrie, on s'en lave les mains. Oui, d'accord, là, par exemple, on a un souci, c'est que les graphistes 3D ne sont pas syndiqués. Il n'y a pas de syndicat. Donc aux États-Unis, tu parles ? Aux États-Unis. Ok. Oui. Parce que c'est un métier qui est nouveau. Oui, et en fait, tous ces grandes structures de syndicats, c'est des structures historiques. Oui, j'ai vu que la SAG AFTRA, ça est arrivé en 1938, je crois. Donc oui, c'est relativement ancien. Et là, bim, dans la foulée, il y a les graphistes de la Warner, du Marvel Universe, qui l'ont fait, je l'ai vu passer. Ouais. C'est toi qui m'as envoyé le lien. C'est toi qui m'as envoyé le lien d'ailleurs. Qui veulent créer un syndicat. Pourquoi ? Parce que, pareil, quand tu n'es pas syndiqué, tu es pieds et poings liés face à l'employeur. Est-ce que tu peux définir vraiment pieds et poings liés face au studio ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça que ça se passe en industrie. En tout cas, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être pieds et poings liés face à un studio. Qu'est-ce que tu entends par pieds et poings liés ? Qu'est-ce que tu entends par le fait que la personne, elle n'a pas de marge de manœuvre ? Comment ça se passe ? En fait, c'est le studio qui va décider les salaires. Alors, je sais pas toi, mais moi, par exemple, tous les boulots que j'ai faits, et tous mes élèves, c'est eux qui ont décidé leur salaire, pas les studios. Au moins, il y a eu une négociation. Jamais le studio a dit tu seras payé tant et les personnes ont dit oui. En France ou aux États-Unis ? Je parle en France et au Canada. J'ai pas encore d'élèves qui ont été aux États-Unis. J'espère en avoir quelques-uns qui pourraient. Et là, les revendications des graphistes, c'est payez-nous les heures sup, s'il vous plaît. Mais là, je comprends pas parce que ça, c'est un truc qui m'étonne. Tu vois, je veux dire, moi, je suis dans un studio, on me paye pas mes heures sup. Je me casse. Je veux dire, il y a pas de, je me tire. Il y a pas de problème. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font et ils créent un syndicat. Et alors, moi, c'est vraiment particulier, je trouve, parce que j'ai toujours surtout quand tu dis pieds-poings liés, c'est comme si on était pieds-poings liés
à la boîte dans laquelle on bossait, qu'on pouvait pas partir, qu'on était bloqué. Alors que si tu es plusieurs, si tu t'es regroupé, là, tu es plus costaud, et là, on rentre dans la négociation. Mais la négociation de quoi, en fait, ça que je comprends, parce que pour moi, chaque individu négocie son propre salaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est pas un groupe qui négocie, enfin c'est un autre groupe. En tout cas, si pour les acteurs, on est d'accord que c'est ça, mais dans les faits, fondamentalement parlant, surtout dans le métier d'artiste 3D, c'est chaque individu va vendre ça ou ses compétences et va négocier son salaire avec un studio. On est d'accord que ça se passe comme ça ou pas? Donc là, c'est un autre point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ton podcast. Tu dis, voilà, la définition du capitalisme, c'est si tu es le meilleur, tu vas gagner plus d'argent. Alors, ouais, on va résumer ça rapidement. Ok, on n'a qu'à dire ça, ouais, ça marche. Bon, la définition du capitalisme, c'est le profit. Point. Ouais, bah dans les deux cas, ça marche. Hein. Souvent, si tu veux faire plus de profit, il faut les gens meilleurs. Donc ouais, je pense que oui. Alors moi, dans mon expérience en studio, il n'y a pas de différence de salaire suivant la qualité du graphiste. Ah bon, bah, Tu as putain. deux niveaux. Tu as le niveau senior et le niveau junior. Et du coup, tu veux me dire que tous les juniors sont payés le même montant et tous les seniors sont payés le même montant dans ton studio? Normalement. Eh bah écoute, je n'ai jamais vu ça en production. J'ai jamais vu des gens qui étaient payés le même montant. Chaque personne dans un studio a un salaire différent. Imagine les gens à la compta, la prise de tête que ça mais non, mais c'est le cas. En tout cas, de mon expérience, c'est ce qui se passe. Les gens à la compta, ils ont leur grille des gens, combien ils sont payés, et puis ils versent le salaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas si compliqué que ça. Surtout que souvent en intermittent, c'est toi qui files ta fiche, il y a la somme, il y a juste à faire le compte. Donc, mais qui c'est qui décide ça? C'est-à-dire, voilà, tu vas produire plus de polygones. Ah non, attention, c'est pas ça du tout qui se passe. En tout cas, dans mon expérience de production, ce qui se passe, c'est que tu arrives, tu présentes tes compétences, tu négocies ton salaire, et ce sera le salaire pour lequel tu seras payé jusqu'à ce que tu le renégocies. Au final, comment tu fais pour négocier ton salaire? Bah, c'est pas sur les compétences réelles que tu as, c'est sur les compétences que tu peux vendre. C'est à quel point ce que tu proposes et à quel point la personne en face te fait confiance, c'est tout. Donc c'est pas, est-ce que c'est mesuré sur le nombre de polygones? Pas du tout. C'est mesuré sur à quel point tu sais vendre tes compétences et si tu les as, c'est tout. Parce que si tu les as pas, t'es viré. Et si tu les as, t'es payé. Et traditionnellement, voilà, on rentre dans la notion du contrat et de la notion de la négociation. Et donc, quand tu vas négocier ton salaire, tu arrives, et là, tu as la personne en face de toi, pendant l'entretien d'embauche, qui te dit, vous voulez être payé combien? Et si tu lui dis, bah, je veux être payé tant, alors que c'est plus que ce que lui, il s'attend à te payer, il va dire, faites un petit effort. Si tu proposes moins que ce qu'il t'attend à te payer, il dit, signez de suite. Et si tu dis non, tu t'en vas. Et voilà. Et bah oui, bah c'est très bien. Bah, je suis désolé, mais quand t'es parce que moi je suis employeur, donc je suis de l'autre côté. Mais au final, c'est pas toi qui Ah si, en tant qu'employeur, c'est moi qui paye, hein. Clairement. Là-dessus. Mais en tant que de salarié, quand tu vas négocier ton salaire, c'est pas toi qui le décide. Ah bah bien sûr que si. C'est la personne en face de toi qui dit si elle est d'accord ou non. Alors bien sûr, évidemment, heureusement que c'est pas toi qui décide ton salaire, sinon tout le monde demanderait 10 millions. Je veux dire, vraiment, il faut un contrat, ça se fait entre deux parties. Donc si c'est pas toi qui décide ton salaire, c'est qui? Bah non. C'est vous deux. Non mais si, tu rigoles comme si c'était une aberration, mais c'est exactement ça. Un contrat, ça se fait entre deux personnes. Les deux personnes doivent être d'accord. Donc qui décide le salaire? Toi et la personne avec qui tu es d'accord avec le contrat. Forcément. Je veux dire, sinon, la définition d'un contrat n'a plus aucun sens, puisque un contrat, fondamentalement parlant, c'est un accord entre deux parties. Donc s'il y a un des deux parties qui dit non, mais j'ai pas le contrôle total sur ce que je décide, bah oui, normal. Ça se fait entre deux personnes. C'est normal que le studio ait aussi un pouvoir de négociation. Sinon, encore une fois, ça se fait pas une négociation. Si les gens ils pouvaient arriver et dire je vais être payé tant et les gens tout le monde dirait oui, bon bah c'est pas une négociation. Typiquement les gens qui sont à tel poste, il y a deux personnes au même poste, elles vont être payées à peu près pareil. Non, c'est pas ce que je suis désolé, c'est pas ce que je vois sur l'industrie. C'est pas ce que je vois sur l'industrie. Mais vraiment, ça peut aller du simple au double. Je trouve ça étonnant. En tout cas, ça peut aller du simple au double. Ça dépend de comment ils ont négocié leur salaire à l'entrée. Du simple au double? Du simple au double, facile. Et c'est pas d'expérience que je dis qui s'est arrivé. Là, c'est d'expérience d'un élève que j'ai en cours en ce moment, qui travaille à Buff. Donc je sais exactement que c'est du simple au double. C'est du simple au double. Et la seule différence qu'il a fait par rapport aux autres, il a négocié son salaire à l'entrée. Et il l'a fait de manière brutale parce qu'il avait d'autres propositions. Donc pour le coup, lui, je peux te dire qu'il a bien choisi son salaire. Et c'est tout à son honneur. Mais c'est juste que, aussi, pour le coup, lui, il est extrêmement compétent. Et il a des compétences extrêmement élevées par rapport à l'industrie. Et quand il m'explique comment ça se passe où est-ce qu'il bosse, il a des compétences qui sont relativement, je dirais, 20% plus élevées que ce qui est dans le studio où il est. Bah évidemment qu'il est payé plus. Mais s'il n'avait pas négocié, il aurait été payé pareil, peut-être même moins parce qu'il démarrait. Mais du coup, la vérité, c'est que quand tu dis on peut pas choisir son salaire, c'est faux. On peut le choisir. On peut, en tout cas, en partie le choisir. Ça dépend des boîtes et des structures. Après, dans le cadre de la boîte et du fonctionnement d'une boîte elle-même, on travaille en équipe. Ouais. Et aussi, cette notion d'être le meilleur,
c'est peut-être pas la notion de compétition, tout ça, qui aussi, elle est très néolibérale aussi, c'est peut-être pas une bonne notion. Moi, Ce je suis qu'il pas faut, certain nous, en effet, je suis pas certain qu'être compétiteur dans un studio de production ce soit une bonne idée. Au contraire, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. euh, aussi bien dans les boîtes que dans les écoles, ce qu'on va rechercher, c'est une équipe et des Mhm. gens qui sont bons à leur poste Ouais, là-dessus, et je suis qui ont la d'accord avec toi. capacité de travailler entre eux. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Donc, je vais utiliser un néologisme, horreur des néologismes, le savoir-être, enfin, la capacité de travailler en équipe Mhm. est fondamentale et super Ouais, je importante. suis d'accord avec Alors toi. que si justement, au milieu dans le tas, il y a des gens qui sont dans la compétition et qui veulent être le meilleur, on obtient le phénomène de la diva. Mais alors, par contre, je me permets de faire une remarque. Enfin, en termes de stratégie, même dans une stratégie capitalisme, être le meilleur tout seul, c'est jamais la bonne solution. C'est jamais la bonne solution parce qu'il y a un moment, n'importe quelle structure a besoin d'avoir une équipe. Et fondamentalement, si t'es un mec tout seul qui dit je compétitionne avec tout le monde, fondamentalement, tu seras jamais, tu seras jamais tu seras jamais le mieux payé, mais deux, tu vas te faire virer parce que tu vas être un connard. Donc dans tous les cas, c'est pas une bonne stratégie de vouloir être compétiteur. Et c'est pas du tout c'est surtout pas du tout ce que je vends quand j'explique qu'il faut vendre mieux ses compétences. C'est surtout pas, je veux surtout pas faire le pont entre il faut être compétiteur. Au contraire, je pense que dans un studio, tu veux être la personne qu'on vient voir quand on a un problème. Tu veux être la personne qui aide tout le monde. Je pense que si tu es cette personne-là, tu seras la mieux payée, deux, tu vas être un pilier du studio parce que si tu te casses, tout le monde est dans la merde. Donc au contraire, tu n'es pas compétiteur. Tu es la personne qui tient le studio sur les rails. C'est celui qui tient les lacets de la chaussure avant qu'elle éclate. Ça, c'est une personne qui est qui est intéressante et c'est une personne Et qui aura un a pouvoir pour être payée priori, plus. à mon sens, après, bon, ben voilà, tu me sors l'exemple de la Bœuf Compagnie qui me surprend un peu, mais bon, on n'est pas spécialement mieux payé si on est meilleur, mais par contre, à la prod suivante, c'est toi qu'on va rappeler. C'est pas ceux qui sont. Alors là, pour le coup, du coup, c'est un petit peu comme être mieux payé parce que ceux qui sont pas rappelés, ils sont payés à zéro. Voilà. Donc c'est un peu la même chose Mais au final. c'est une subtilité, peut-être, mais voilà, je trouve ça plus juste et plus Ok, ouais, bon correct là pour le coup, d'utiliser oui, je ça. comprends ce que tu veux dire. En effet, si t'es pas bon, tu travailles pas. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Donc oui, en effet, je suis d'accord. Par contre, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ce métier, c'est que c'est vrai qu'il peut y avoir des métiers où si t'es moyen, ça passe. C'est vrai que dans les métiers de l'art 3D, par contre, si t'es bon en dessous, déjà, tu vas juste dégager. C'est vrai que le niveau demandé est très élevé et il faut vraiment être dans la tranche haute pour juste pouvoir travailler. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et c'est vrai que le niveau est assez élevé dans l'industrie. Mais bon, après, c'est aussi le fait que si le niveau est aussi élevé, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens bons. Hein. Donc c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si le niveau demandé est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont bons et c'est-à-dire qu'on fait des belles choses. Tant mieux. Enfin, est-ce que c'est pas l'objectif final, c'est pas de faire des beaux projets? Et on exporte beaucoup de graphistes. Ah bah ça, en même temps, si la France elle payait un peu mieux, on n'aurait pas ce problème-là. Si on avait plus, si on avait un tissu industriel un peu plus costaud en France, Ah ouais, mais bon. voilà. Ça c'est vrai. Mais Ça, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que tout le monde se barre. la Je suis France a d'accord. une réputation de très bon niveau de formation. Mais ouais, c'est ça qui est ouf. La France a un des meilleurs niveaux de formation, mais tout le monde se barre. Tous les gens qui sortent d'école, moi je vois, moi j'ai fait mes études à Superfocom Rubika et j'enseigne maintenant là-bas. Il y a bien 30 à 50% des gens qui partent dès la première année de travail, donc après la cinquième année, à l'étranger. Hein. Ils restent pas en France. C'est fou. Donc là-dessus, ouais, pour le coup, là, je pense que tu as tout à fait raison. On n'a pas le tissu industriel et les infrastructures pour garder tout le monde, tous les artistes en France. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, alors, au final, on a un peu dévié, malgré le fait que c'était super intéressant. Mais au début, tu expliquais que l'idée du groupe, de la guilde, alors je retiens pas leur nom, je prends la guilde, ils veulent être un groupe pour avoir plus de puissance de négociation, c'est ce que tu m'as dit. Et moi, je t'avais rétorqué l'argument, je ne comprends pas, puisque pour moi, la négociation se fait d'individu à individu ou de partie à partie. Qu'est-ce qu'un groupe vient faire là-dedans? Est-ce que du coup, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, est-ce que tu pourrais du coup rebondir là-dessus? Ben voilà, on prend le cas de l'étudiant qui sort d'école, qui a sa première embauche, Mhm. il a une marge de négociation microscopique. Tout dépend de sa compétence, tout dépend de son Voilà. niveau. Si son niveau est Alors mauvais, oui, si son niveau est bon, que, non. oui, mais bon, ça, là, c'est que basé sur la tchatch, il n'y a rien de créé. Ah non, ça dépend aussi de son showreel. Si son showreel a le niveau de quelqu'un qui est en mid ou senior alors qu'il sort d'études, Alors que quelqu'un qui a des années de bouteille, Mhm. qui est un artiste reconnu et tout, va pouvoir demander des choses supplémentaires. Ah bah oui, bah, s'il est bon, oui, ça Dans le paraît cadre étonnant. de la Ça paraît pas négociation, étonnant. tu Ouais. peux, voilà, ce qu'il faut dire aussi, hein, le message qu'il faut sortir là-dedans, le contrat, c'est pas quelque chose qui est Hein, dans le marbre, tout à que fait, ouais. ça se négocie. Mhm. Tu peux demander, je sais pas, avoir une journée de repos par semaine pour pouvoir t'occuper de ton enfant Mhm. handicapé. Tu peux, si on reste dans le handicap, tu peux demander dans ton contrat de mettre une clause comme quoi tu vas avoir un accès facilité Mhm. pour ceci, pour cela. Tu peux avoir des trucs, tout et n'importe quoi. Tu as John Milius, le réalisateur, le gars qui avait fait Conan, par exemple.
il demandait dans chacun de ses contrats qu'on lui file une arme à feu. C'est vrai que c'est super marrant. Alors du coup, quel est le rapport, enfin, où est-ce que tu veux en venir par rapport à cette négociation de groupe? C'est quoi la nuance pour toi qui est entre la négociation de deux groupes et la négociation de deux individus? Si tu es Moebius et si tu es Giger, individuellement, tu as plus de poids que si tu es le petit pimpin qui sort de l'école. Alors là-dessus, on est tout à fait d'accord, là je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais en même temps, pourquoi ils ont plus de poids? Parce qu'ils ont plus de compétences et il y a un moment, si Ils sont reconnus et tout. Mais après, c'est pas... Le problème, c'est que on est d'accord que le groupe de la saga Artra, il négocie au nom de tous les auteurs et de tous les acteurs. On est d'accord là-dessus? Ok. Qui font partie de leur... Ouais. Et est-ce que tu trouves pas ça un petit peu injuste que du coup, tu es un groupe qui représente tous les auteurs et les acteurs, peu importe leurs compétences individuelles, qui négocient pour tout le monde et qui vont arriver à une négociation qui va être unique. Alors, je vais dire unique, c'est à des gros guillemets parce qu'évidemment, après, il va y avoir des changements pour tout le monde, mais c'est quand même l'idée, c'est de venir uniformiser les rémunérations. Hein, si j'ai bien compris, c'est bien ça l'idée. C'est d'avoir une rémunération minimum pour les acteurs et les auteurs, alors que leurs compétences ne valent pas forcément ça. Est-ce que pour toi, tu trouves ça intéressant? Moi, je trouve ça, par exemple, carrément injuste. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est ce qu'on a en France, par exemple. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'on a en France, par exemple. En France, tu as un salaire minimum. Ouais. Tu as les heures qui sont réglementées. Tu as les heures supplémentaires qui sont réglementées. Ouais. Et si ton employeur ne respecte pas ça, tu peux aller au prud'homme. Enfin, tu as des ressources mécaniques qui protègent. Tu as de la protection du travail. Justement, alors moi, je veux quand même revenir là-dessus parce que tu présentes ça comme une protection du travail et que finalement, ça encourage et c'est même bénéfique pour l'employé d'avoir ces ressources-là. Par exemple, le fait d'avoir un SMIC, ça permet aux employés d'être payés moins cher. C'est ce que tu me dis. D'être payé plus cher, pardon, excuse-moi. D'avoir un minimum. Voilà, d'un minimum vital. Et pourtant, tu vois, ce qu'on observe quand le SMIC a été mis en place dans tous les pays où il s'est mis en place, c'est qu'en fait, on a vu une chute du nombre de travailleurs parce qu'en fait, tous ceux qui avaient la valeur d'être embauchés pour une valeur en dessous du SMIC, au lieu de pouvoir travailler à une valeur en dessous, ne pouvaient juste plus travailler du tout. Et du coup, au final, on a mis des gens à la rue en faisant ça au lieu de finalement protéger des gens pour qu'ils soient payés. C'est exactement ce qui s'est passé. Un bouquin très intéressant qui s'appelle Basic Economics de Sam Wells, pour ceux que ça intéresse. Il reprend tous les exemples où on a mis un SMIC en place et c'est à chaque fois qu'il se passe, on a une chute du travail, une augmentation du chômage quand on met un SMIC en place parce que tous les gens qui pouvaient travailler à une valeur en dessous parce que leurs compétences valaient ça en fait, au final, on les prend plus. Donc ils sont juste passés au chômage. Et du coup, est-ce qu'au final, on n'a pas juste tiré une balle dans le pied des employés? Je demande un lien pour vérifier ça. Ouais, bien sûr, non mais sans problème. Je suis pas d'accord. Mais Basic Economics de Sam Swell, je crois, ou Samuel Swell. Et du coup, il reprend tous les exemples historiques et on voit vraiment à chaque fois qu'il y a le SMIC en place, la courbe du chômage qui augmente. Et du coup, évidemment, parallèlement, du coup, la courbe d'employés qui diminue un petit peu. Et pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient en dessous de 1000, du coup, pour la France, si on prend, imaginons, le SMIC à 1000 euros, tous ces gens-là ne pouvaient plus être embauchés parce que moi, je suis employeur, je paye quelqu'un à 800 euros et je considère qu'il me rapporte assez pour que je paye à 800 euros. Et demain, on m'oblige à le payer à 1000 euros, je le prends pas. C'est fini. Donc quelqu'un vient de perdre un travail là. Et est-ce que du coup, moi ce que je vois en faisant ça, c'est que quand on met des éléments comme ça, et c'est valable pour tout, hein, ça marche aussi pour la régulation des 35 heures, la régulation des heures, etc. Parce qu'à chaque fois que tu mets régulation en place, ça met une contrainte en plus pour la personne qui t'emploie. Et du coup, si tu rentres pas dans la contrainte alors qu'avant c'était bon, tu dégages. Et là, la question que je me dis, c'est est-ce qu'on vient pas de tirer une balle dans le pied aux employés en faisant ça, alors qu'on voulait les aider? Je continue sur ce que tu disais avant, hein. Oui. Là où tu dis on réfléchit en termes du point de vue de l'employeur, et là on se dit en France la critique, il y a trop de protection, tout ça. On va mettre des techniciens, des vrais spécialistes, on va mettre des banquiers au pouvoir. Et on va dire, c'est des spécialistes de l'économie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, définir tout ce que tu viens de m'expliquer dans le sens, qu'est-ce que tu appelles par banquier au pouvoir, de qui tu parles, comment ça marche, par exemple, et qu'est-ce que tu appelles spécialiste aussi? Depuis une bonne trentaine d'années, on a dans les classes dirigeantes du gouvernement français, on a de plus en plus, en proportion, des gens qui sortent de l'ENA. On appelle ça les énarques. Okay. C'est des technocrates, on appelle ça. Et alors, est-ce que tu peux me définir, pareil, il y a beaucoup de termes que, je connais pas et je pense que l'audience ne connaît pas non plus. Qu'est-ce que tu appelles technocrate? Et l'ENAR, du coup, c'est les gens qui sortent de l'ENA. L'ENA, c'est une école de quoi? L'ENA, c'est École nationale d'administration. Donc, qu'est-ce qu'ils enseignent quoi par l'administration? Qu'est-ce que c'est les matières là-bas? C'est la pouponnière à chef d'État. Ok, d'accord. Donc, si tu veux faire chef d'État, tu vas dans cette école-là. Bon, après, tu vas me dire des écoles d'élite pour des métiers, tu vois, il y en a pour tout. Donc, mais d'accord. Il y avait François Hollande, Ségolène Royal, toute la bande, ils étaient dans la même promotion. Ouais. Et alors, c'est quoi le rapport avec les banquiers? Du coup, est-ce que tu m'as parlé de banquiers? Et donc, on se dit, on va mettre des techniciens, des gens qui connaissent l'économie, et comme ça va faire envoler l'économie. Ah, ok, d'accord, ouais. Mais du coup, attends, ça veut dire que par exemple, un mec comme Hollande était banquier? Pardon? Un mec comme Hollande ou Ségolène Royal sont banquiers? Je pense pas qu'ils étaient banquiers. Pas spécifiquement, mais il était, tu vois, en fait, Hollande, ça a été la roue de secours de DSK. Ouais. Et DSK, pour le coup, lui, il était au FMI.
D'accord, ok. Bon, il se trouve qu'il y a eu un petit accident de parcours avec Dominique Strauss-Kahn. Mais alors, attends, je me permets, parce que là, genre, ça fait un bout de temps, j'avoue, moi, quand DSK, j'avais 11 ans, donc peut-être que mes infos sont pas hyper claires, mais pour moi, DSK était quand même pas du même bord politique que Hollande, ou alors je me trompe. Ils étaient exactement dans le même parti. Ok, autant pour moi, ok, ça marche. Autant pour moi, ok. Et donc, il était déjà président 3 mois avant les élections. D'accord, ok. Et il y a eu un petit accident de parcours. Oui, ça, ouais, on s'en souvient Et tous. on a sorti Hollande du chapeau, Ok, ouais. qui n'était pas le mec le plus flambant de l'équipe, hein, mais bon. Et alors, du coup, Voilà. donc on a Donc des spécialistes. je finis. Et or, il se trouve que la France, en Europe, était leader en productivité de 1984 à 2004. Ok. Plutôt bon signe, du coup. Et depuis qu'il y a cette prépondérance Ouais. de ces fameux spécialistes de l'économie, techniciens au pouvoir, là, on est, je crois, à la 12e place. Ouais, là, c'est la catastrophe, ouais. Mais tu vois, par exemple, alors je reprends Donc, l'exemple. ça ne veut pas dire qu'on va mettre des spécialistes de l'argent au pouvoir. Au contraire, la logique capitaliste, c'est le profit. Et donc, se retrouver dans un système qui va répartir l'argent de manière équitable ou humaine aux gens, alors, c'est je me permets de te couper opposé juste au profit. Oui. pour définir les termes. Encore une fois, tu as dit répartir l'argent de manière équitable et humaine. Est-ce que tu peux définir ce que tu entends par équitable et humain? Ben, c'est tout le social. Et bah, aussi, du coup, social aussi, du coup, parce que... Il y a aussi des notions intéressantes à utiliser dans ce cadre-là, hein, parce qu'à un moment, tu utilisais le terme de justice sociale, des trucs comme ça. Oui. C'est faire la différence très importante entre le social et le sociétal. Alors, je t'écoute, du coup. Donc là, à l'heure actuelle, le mouvement woke, qui se veut progressiste, bon, pour moi, je considère pas très... C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Donc, comme je te l'ai dit, tout ce qui s'approche de prudemment au socialisme, c'est Satan. Oui. Donc déjà, l'extrême gauche américaine, c'est, voilà, on va dire, l'équivalent du centre français. Mais Mélenchon, là-bas, il accueille à coups de fourche. Hein. Oui, ok. Tout, je comprends bien, oui. Voilà. Donc, tout ce qui va, quand un gouvernement va faire du social, hein, c'est-à-dire que voilà, il va donner des protections aux plus pauvres, aux gens qui sont en difficulté. Il va y avoir protection pour les femmes, pour les minorités. Donc, c'est ce que tu entends par répartition humaine et équitable. C'est ça que tu entends par... Mais voilà, par exemple, tu vas avoir des allocations familiales, du soutien pour que les gens puissent avoir un minimum pour manger, un minimum pour avoir un toit. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'HLM aux États-Unis. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Alors, petite question par rapport à ça et par rapport à ce que tu as dit juste avant. Tu as dit que du coup, on était leader de productivité jusqu'en 2004. Après, depuis, c'est la dégringolade. On est toujours d'accord là-dessus. Et on est aussi d'accord que la proportion des aides sociales à avoir augmenté ont aussi augmenté dans ce laps de temps-là. Pardon ? La proportion des aides sociales à augmenter en France ont aussi augmenté dans son laps de temps-là, un petit peu avant. Je crois que le RSA, par exemple, c'est dans les années fin 90, si je dis pas de bêtises, début 2000. Faudrait que je vérifie les dates. Mais du coup, je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre l'augmentation des aides sociales et le fait que la France diminue en productivité ? Si on augmente la courbe de augmenter et la courbe de productivité diminuer, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les deux ? C'est une question, je ne sais pas. Donc là, je t'ai dit, voilà, là, on rentre dans un truc un peu trop peut-être spécialisé. J'ai pas les chiffres sous les mains. Mais en tout cas, tout ce qui est RSA et aide sociale, si tu regardes ça au niveau du budget national, c'est ah oui, non, attention, c'est pas, je suis pas en train de dire... Hein. Ouais, je sais que c'est pas grand-chose, non, je sais que c'est pas grand-chose. Mais l'idée, c'est... Excuse-moi. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je te laisse faire. Ce que je voulais dire, c'est, je suis pas en train de dire que c'est une question de budget ou peu importe, mais ce que je veux dire, c'est, tu avais, toi, émis l'hypothèse que si on avait des dirigeants qui étaient spécialistes de l'économie, ça avait pas l'air de fonctionner, clairement, voilà. Et moi, ce que je te dis, c'est, est-ce que, justement, peut-être que c'est une corrélation, et peut-être qu'on peut en voir une autre en disant, par exemple, on a des mouvements sociaux et des aides sociaux qui n'ont fait qu'augmenter, du coup qu'on voit particulièrement avec l'augmentation, la corrélation qui fait que ça diminue. Je dis pas que c'est une question de budget et que le fait que par exemple le RSA coûte trop cher, c'est pas du tout ça. Là, ce que je veux dire, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que en augmentant les aides sociales aux gens, est-ce que en fait en corrélation par un procédé qui est par exemple tu démotives les gens à travailler, par exemple, ça peut être c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pas forcément même le bon, mais c'est un exemple de procédé qui peut arriver. C'est pas en gagnant 600 euros par mois que tu n'as pas envie de travailler. Hein. Pardon ? C'est pas en gagnant un minimum social avec des aides que tu es découragé à travailler. Je sais pas, tu vois, je me pose la question, tu vois. Moi, aujourd'hui, dans les gens avec qui je discute, des gens dans l'école, tu vois, j'ai des gens qui sont RSA, tu vois, et je leur pose la question, demain, qu'est-ce qui te ferait, du coup, commencer à travailler ? Et il me dit, rien. Moi, RSA, je suis bien, là.
Et du coup, la vraie question, moi, je me pose la question, je me dis déjà, mais alors, comment je fais pour ces gens-là, les motiver à se former et à travailler, surtout si en plus pour eux, leur situation leur convient. Et je me dis, s'ils n'avaient pas leur SA, leur situation leur conviendrait pas. En là, tout j'ai cas, des c'est ce que je questions me à dis. te poser. C'est des gens qui, enfin, comment ils font pour se loger Ah et bah, ils se logent, ils ont les APL, ils sont dans un logement à 20 mètres carrés. ça RSA, dans quelle APL, région? tu vis Dans pas quelle bien, mais région? tu vis. Dans quelle région? Ah bah je sais pas, j'en ai un à Lille, dans le nord, enfin du coup dans la périphérie de Lille. Ah, En plus Lille d'accord. c'est super cher comme ville en faisant. J'en ai un, je pense à Clermont-Ferrand, j'en ai un, en tout cas il travaille pour Clermont-Ferrand, il est peut-être pas là-bas mais il doit pas être loin. Enfin partout, j'en ai partout en France et ça prend une minorité, mais en tout cas la question que je me pose quand j'ai ces élèves-là, je me dis comment je peux les motiver à sortir de ce statut-là alors qu'ils me disent non et moi ça me va en fait. Moi ça me convient en fait. Ils vont me dire moi je fais la 3D pour le plaisir mais travailler ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, le RSA, c'est bien et je peux vivre sans souci. Et voilà. Et en effet, RSA plus APL, on est à peu près à 800 euros. 800 euros, la 800 RSA, je euros crois, par mois, tu fais quoi? 800 euros par mois. Hein, franchement, tu te rends pas compte à quel point les jeunes ils s'en foutent. Hein. T'as un 800 euros par mois, tu te prends une location à 400 balles, il te reste 600 balles, tu mets 200 euros de bouffe, 100 euros d'internet et Netflix et c'est bon, hein, t'as ton mois. Hein. Et t'as même 100 euros qui te restent pour aller au resto avec tes potes. Mais ça te paraît aberrant, ça me paraît aberrant, mais c'est ça la vérité en tout cas moi la vérité des gens qui sont dans l'école, une minorité hein, clairement. Mais c'est le cas et ces gens-là, je n'arrive pas à les motiver à travailler. Pourquoi j'arrive pas à les motiver à travailler? Parce qu'ils ont aucune raison de sortir de ça. Et en même temps, je les comprends. Si la situation leur convient, pourquoi ils continueraient à travailler? Mais du coup, je me dis, si on prend ça et qu'on l'extrapole, je me dis, ça pourrait être une bonne explication ou une explication plus ou moins probable de pourquoi la productivité de la France diminue. Puisque si tu as de plus en plus de gens qui n'ont pas envie de travailler parce que leur situation leur convient, évidemment, s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas de productivité. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Je suis pas en train de faire un jugement sur le fait que de rester au RSA, de rien foutre, c'est un souci ou pas. Au final, tu fais ce que tu veux avec le système que tu as, c'est pas forcément de jugement là-dessus. Par contre, ce que je veux dire, c'est au niveau macroéconomique, je me dis, si tu as de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une situation qui leur paraît confortable, pourquoi ils iraient travailler? Ça me paraît logique que la productivité diminue, par contre. C'est plutôt ça la remarque que je voudrais faire. Je voulais savoir ton avis Bon. là-dessus. Bah, déjà, sur les chiffres, c'est à vérifier, mais bon, je te crois sans problème. Après, Déjà, tu me RSA parles APL, c'est facile à vérifier. d'augmentation. Déjà, rien que les APL, Mhm. non seulement ils n'ont pas augmenté, mais en plus, ils ont même réduit récemment. D'accord, mais aujourd'hui, les APL, je te dis, tout seul, RSA APL, c'est 800 euros. Donc aujourd'hui, donc après, ça va peut-être diminuer, mais en tout cas, c'est 800 euros. À 800 euros, c'est pas la belle vie, mais tu manges, tu te loges, t'as même internet, t'as un téléphone. Hein. À Lille. À Lille, alors partout sauf à Paris, je pense. En tout cas, les gens que j'ai, ça a pas l'air de déranger. Après, tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche à la campagne Je suis et te d'accord, mais contenter de ça. je suis tout à fait Hein. d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un Mais qui choisit de c'est. vivre d'amour et d'eau fraîche à la campagne sans aide, c'est quand même pas du tout le même deal et les mêmes compétences à avoir que quelqu'un qui choisit de vivre sur un RSA et c'est pas vraiment d'eau et d'eau fraîche parce que le RSA avec il se paye la bouffe au carouf etc donc c'est pas la même chose parce qu'au final il faut bien se rendre compte que eux il y a pas de productivité qui est créée mais en plus de ça du coup ils consomment la productivité de quelqu'un d'autre. Enfin bon, c'est quand même assez ric-rac là-dessus. Et bon, après, bien sûr, hein, tu peux toujours avoir des abus d'un côté comme de l'autre. Mais C'est pas les si, questions si t'y d'abus. pas. C'est vraiment pas les questions d'abus. Ce que je veux dire, c'est, je suis pas en train de critiquer les gens qui font ça. Je suis en train de me poser la question est-ce que les aides sociales qui devaient aider les gens les plus pauvres et les plus démunis, encore une fois, est-ce qu'au final c'est pas un truc qui leur fait se tirer une balle dans le pied et qu'au final à cause de ça n'ont pas de boulot? C'est l'exemple du SMIC. Ça reprend aussi sur l'exemple du RSA. Et c'est ça la question que je me pose. C'est pas vraiment la question parce qu'au Et final. ça, alors là, si on remonte jusqu'au 19e siècle, hein, tu avais, bon voilà, hein, pour simplifier, tu as toujours le camp de la bourgeoisie contre le camp Ouais. des travailleurs. Mm-hmm. Hein. Au 19e siècle, c'est à l'époque où il y avait quasiment très peu de droits qui ont été obtenus Mm-hmm. suite à l'historique des luttes sociales, etc. On faisait travailler les enfants, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et il y avait une obsession dans la bourgeoisie, c'était la lutte contre l'oisiveté. Qu'est-ce que c'est l'oisiveté? L'oisiveté, ben voilà, c'est ne rien faire. Ah ok, ça marche. Hein, et il faut mettre les gens au travail, Mm-hmm. même si on n'en a pas spécialement besoin. Il faut qu'ils soient occupés, les gens. Il faut Mm-hmm. qu'ils travaillent tout le temps, de manière à ce qu'on puisse exercer un contrôle sur eux, parce que si tu travailles pas, si tu as du temps à réfléchir, tu peux faire plein de choses, te cultiver Mm-hmm. et tout ça. Après aussi, si toute l'industrie arrête de travailler, tout le monde meurt de faim. Il faut aussi quand même se rendre compte de ça. Voilà. Ok. Tu avais des gens en 36 qui étaient absolument opposés à l'idée des congés payés. Mm-hmm. Ils disaient, mais alors là, c'est l'économie va Tu vas s'effondrer. t'étonner, mais moi je suis pas particulièrement pour les congés payés non plus, tu vois.
Je trouve ça assez aberrant de ne pas travailler et d'être payé. Ça me paraît assez illogique. Pour moi, Moi, j'étais intermittent pendant 25 ans. Les intermittents, c'est quoi? C'est 100 000 personnes en France. C'est un système qui tourne relativement à la base, qui est un système vachement bien, qui tourne rond, c'est-à-dire ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas. Attends, je me permets de te couper parce que tu viens de me donner un avis. Donc, un système qui est bien, les gens qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, toi, tu trouves que c'est un système qui est bien et juste, ça? Ben oui, okay. En fait, quand toi, tu es graphiste, des fois tu bosses, mais des fois, tu bosses pas. Ouais. Alors, tout en étant graphiste. Alors, la question que je me pose à ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas plutôt la responsabilité individuelle de chaque personne de prévoir, quand il ne travaille pas, de pouvoir régler ses fins de mois, plutôt que d'avoir les autres qui travaillent, qui fassent le boulot pour lui? Et donc, si tu n'as pas accès au travail pour une raison quelconque, pour la maladie ou n'importe quoi, tu n'as rien. Tu as prévu avant parce que tu n'es pas débile. Donc, je trouvais que ce système fonctionnait bien parce que l'employeur paye beaucoup plus de charges en prenant un précaire, entre guillemets, un intermittent. Et pourquoi c'est bien ça? Pourquoi le fait que l'employeur paye plus de charges, c'est intéressant? Et ça permet de redistribuer tout ça au circuit. Mais mets-toi à la place de l'employeur. L'employeur, s'il paye plus de charges, il ne le prendra pas. Donc au final, tu viens de tirer une balle dans le pied à tous les gens qui voulaient avoir l'industrie. Ce qui paye l'employeur, c'est le droit de te mettre dehors sans... Ah oui, ok, d'accord, ouais. Donc le fait de payer plus de charges lui donne le droit de pouvoir te dégager quand il en veut. Ok. Voilà. Il y a quand même un avantage. Il va te donner un contrat d'1 semaine, de 2 semaines, voilà. Alors que si tu as un CDD ou un CDI, par contre, te débarrasser d'un collaborateur, te débarrasser, enfin le terme est mauvais, excusez-moi. Non mais si, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi je trouve le terme, tu dis que le terme est mauvais, moi je trouve le terme est bon. Si quelqu'un est mauvais dans ton équipe et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, parce que c'est le terme, c'est vraiment un cancer qui propage dans ta société et ça te tire les gens vers le bas. Je suis désolé, le terme se débarrasser est très très bien choisi, je trouve. Et tout ça, et le résultat de négociations tout le temps, c'est comme ça qu'on a obtenu des droits et tout. Après, qu'on arrive à avoir un minimum social, qu'on arrive à avoir un RSA ou des trucs comme ça, c'est du progrès social. Là, on est en train de parler de social. Donc. Est-ce que c'est vraiment du progrès? C'est la question. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les gens qui en bénéficient? Tu vois, si demain, par exemple, on enlève le statut d'intermittent et du coup, tout le monde doit être freelance, est-ce que vraiment c'est une catastrophe ou est-ce qu'au contraire c'est mieux? Parce que tu vois, moi je suis employeur. Après ça dépend, il n'y a pas de bon et de mauvais système. Regarde, si le RSA était un système si merveilleux, si les gens avec les allocs ils n'avaient pas besoin de travailler, pourquoi les queues devant les restos du cœur s'allongent chaque année? Et alors du coup petite question par rapport à ça. Encore une fois, après comme tu dis, hein, l'idée c'est pas de donner un avis, mais par contre c'est là je suis toujours dans la question de comprendre pourquoi la productivité diminuerait depuis 2004. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 qui fait que ça diminue au fur et à mesure? Moi l'hypothèse que j'aimais, j'en sais rien après, hein, je vais certainement changer la vie au fur et à mesure, mais là c'est l'idée que je me dis, c'est que la valeur du travail au fur et à mesure où je discute avec les gens de mon entourage et les gens de l'industrie. Alors du coup encore une fois j'ai quand même un biais parce que je reste dans l'industrie du cinéma d'animation, je connais pas les gens comment ils travaillent en banque ou n'importe où. J'ai l'impression que la valeur du travail diminue de plus en plus. En gros, j'ai l'impression que travailler c'est pas aussi bien vu qu'avant, et il y a un côté aussi où on va se battre pour travailler le moins possible. Et j'ai envie de dire, je sais pas si c'est bien ou pas bien, et par contre j'ai envie de dire, dans toute logique, si les gens se battent de plus en plus pour travailler le moins possible et que les gens travaillent de moins en moins, ça me paraît assez logique que du coup la productivité du pays diminue. Je sais pas ce que tu en penses. Non. Les tendances actuelles des luttes sociales, c'est pas pour moins travailler, c'est pour mieux travailler. Travailler dans de meilleures conditions. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils appellent de travailler dans de meilleures conditions? Parce que moi, je comprends pas en fait la différence entre moins travailler et travailler dans de meilleures conditions. Ben là, maintenant, à l'heure actuelle, comme on s'américanise un petit de plus en plus, on précarise de plus en plus le travail. Tu vois, il y a des travaux, des nouveaux boulots qui apparaissent, comme les Uber et tout ça. Alors oui, après, le Uber, encore une fois... qu'on met comme des travailleurs indépendants, mais en fait, ils ne sont pas du tout indépendants, ce sont des salariés. Donc, il y a eu des luttes sociales là-dessus pour obtenir le droit de salarié. En fait, il les mettait auto-entrepreneurs pour ne pas avoir... Alors attention, là je me permets quand même de faire une remarque. C'est pas eux qui les mettaient, c'est les gens qui choisissent de se mettre auto-entrepreneur pour faire Uber. C'est différent quand même. C'est pas Uber Eats qui force les gens à être auto-entrepreneurs. C'est les gens qui se disent non, j'ai envie d'aller chez Uber Eats, il faut être auto-entrepreneur, je me mets auto-entrepreneur. Attention, voilà, non, parce que c'est important de faire la distinction, parce que j'ai l'impression quand j'entends les personnes parler de ce type de société que c'est la grosse structure qui force les gens, alors que c'est pas ça, c'est les gens qui choisissent d'aller travailler pour la grosse structure. Et ils savent très bien qu'il faut se mettre auto-entrepreneur. Donc il
y a pas de forçage. On connaît les gens qui vont dedans, ils connaissent les règles du contrat avant de s'engager. C'est pas comme si c'était en mode oh non mais je savais pas qu'on pouvait pas se mettre en entrepreneur. C'est faux. Les gens étaient auto-entrepreneurs avant, ils savaient très bien ce que ça voulait dire et savaient très bien les règles du jeu entre guillemets. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est si mal que ça de se dire ah bah non, il faut absolument que tout le monde soit salarié, alors qu'à la base tout le monde se dit bah on a un système où tout le monde est entrepreneur, vous venez pas, vous faites ce que vous voulez. En quoi c'est mauvais d'avoir, parce que il y a pas de y a Pourquoi rien c'est mauvais, c'est qu'à l'heure gens. actuelle, dans la qualité, le bien-être Et ben ils arrêtent. Si les gens sont pas du heureux travail, dans maintenant le il y a de métier, ils plus en arrêtent. plus de gens qui combinent différents boulots. Et où est le problème avec ça? Encore une fois, on les a pas forcés. Le problème, c'est que voilà, il y a des conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. C'est faux. Là, je suis désolé. Si tu combines plusieurs boulots, tu as des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles parce que tu travailles plus. Mais par contre, tes conditions de vie, déjà, si tu as le RSA et les APL, elles sont forcément à un minimum qui est minimum. Et encore une fois, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus, t'es pas en train de crever de faim. Et ensuite, si tu combines plusieurs boulots, tu as fait le choix de combiner plusieurs boulots. C'est ça que je comprends pas. C'est un choix. C'est pas comme si c'était une obligation. Tu as fait le choix de te dire, ok. Tu es un peu obligé. Bah, pourquoi Regarde les étudiants, les travaux d'étudiants. Mm-hmm. Les étudiants qui travaillent, comme ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils ont des petits boulots de serveurs, ils travaillent dans la restauration, les trucs comme ça et tout. L'étudiant de base, ce qu'il veut, lui, c'est étudier, se former pour arriver sur le marché du travail et être compétent avec des compétences qu'il a développées. Tout à fait. Et pourtant, aujourd'hui, le RSA est seulement... quand tu es étudiant, tu n'as pas de salaire. Ah non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que le RSA est autorisé seulement à partir de 25 ans. Donc en gros, le RSA, c'est pour tout le monde sauf les étudiants, alors que ce serait ceux qui en auraient le plus besoin. Donc je suis d'accord avec toi, c'est bizarre. Voilà. Donc les étudiants sont obligés d'avoir des petits boulots à côté. C'est pas par plaisir qu'ils vont travailler dans la restauration. C'est pas ce que j'ai dit. Si le mec qui fait des études pour être skieur professionnel, et il se retrouve à servir des pizzas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un choix, mais ils le font dans l'obligation parce qu'ils ont envie de manger. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que ok, mais du coup, si on fait pas ça, on fait comment? Je veux dire, si demain on dit à tout le monde, très bien, vous n'avez plus à être obligé de travailler pour vous nourrir, et encore, quand tu as au-dessus de 25 ans, c'est pas le cas puisque tu as ton RSA et tes APL, mais soit. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, plus personne ne travaille, du coup, il n'y a plus aucune production qui est faite, et du coup, tout le monde crève de faim. Donc, je vois pas en quoi le fait d'aller... Et le truc, on n'y est pas encore, là. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, les gens, à l'heure actuelle, ils n'ont pas... je suis désolé, c'est faux. Avec un RSA et une APL, aujourd'hui, tu vis, tu manges. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu vis pas, tu manges, c'est que tu as des situations de vie complètement bordéliques. Deux, c'est que tu as des enfants. Mais du coup, dans les deux cas, tu es responsable aussi. Donc, je suis désolé, aujourd'hui, on y est en France, tu ne crèves pas de faim si tu as tes RSA et ton APL. Et si tu crèves de faim en ayant tes RSA et tes APL, c'est tu fais juste n'importe quoi, c'est pas possible. Fondamentalement parlant en fait, regarde les tranches des acédiques quand tu marques RSA, APL plus les trucs par enfant, je suis désolé, tu fais la somme, tu ne peux pas crever de faim à part si tu mets 100 000 balles dans une télé par mois ou n'importe quoi d'ailleurs. Tu ne crèves pas de faim. Voilà. Et tu me dis pourquoi les gens sont de plus en plus au resto du cœur. Tu avais la prime de la rentrée au ménage en septembre et il y avait une campagne de presse où certains gens... personnes d'un bord politique assez extrême, disaient qu'en fait, ils allaient utiliser cette prime pour s'acheter des écrans plats. Ouais, et donc c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais peu importe. Il y a un moment, ce que je veux vraiment expliquer, c'est que fondamentalement parlant, tu prends la prime, la somme de l'argent qu'on te verse quand tu ne travailles pas. Fondamentalement parlant, tu ne peux pas crever de faim à part si tu la dépenses ailleurs. Fondamentalement parlant. Parce que si ton logement est trop cher, tu déménages. Désolé, c'est pas la joie, mais en même temps, tu travailles pas. Et ensuite, si tu déménages, en plus aujourd'hui, je crois 50% du parc immobilier en France est public. Donc 50% du parc, c'est-à-dire que c'est du Pinel et du coup, c'est pas cher. Donc tu peux te loger et tu peux manger. Je dis pas que c'est la joie, je dis pas que c'est la fête et je dis pas que c'est la vie de rêve, mais tu ne crèves pas de faim. C'est ce que je dis. Et moi, ce qui est important quand même, c'est de se dire, du coup, si tu ne crèves pas de faim aujourd'hui en France, et tu l'as bien dit, sauf les étudiants, je trouve ça relativement dégueulasse qu'il n'y a pas de RSA pour les étudiants. Je trouve que ça, c'est bizarre, mais peu importe. Sauf si tu es étudiant. Donc si tu n'es pas étudiant, si tu as les RSA, les APL, tu as le choix de travailler ou non. Tu as le choix de travailler ou non. Et si tu travailles, c'est parce que tu veux gagner plus d'argent pour améliorer ton confort de vie, puisque tu peux manger et dormir. C'est pas la joie, mais tu peux manger et dormir. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi du coup on dit que les gens qui travaillent ont les points liés, alors que c'est faux, puisque c'est vraiment un choix. Puisque s'ils arrêtent de travailler, ils ne meurent pas de faim. Non, mais on peut lutter socialement pour améliorer ces conditions de travail. Mais comment, pourquoi en fait, je comprends pas. Si tes conditions de travail te conviennent pas, tu t'en vas. Tu vois, si tous les travailleurs se travaillent et tout le monde trouve que les conditions de travail sont éclatées, plus personne travaille et du coup les conditions augmentent tous. Là, on rejoint la phrase de notre cher président: pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue.
Sur le terrain, c'est pas ça. Sur le Tu vas pas terrain, c'est pas trouver, ça. Bah, non, je suis tu d'accord avec trouves toi dans pas le sens où si t'as du pas de compétences, travail t'auras en pas de travail. claquant des doigts. Non, mais c'est vrai, si t'as pas de compétences, t'as pas de travail. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que par contre, aujourd'hui, tu as la Mais possibilité de même quand tu as pouvoir des te. compétences, hein, tu as plein Ah bah, si t'as des. d'universitaires, Ah non, je suis désolé, de un gens qui sont universitaire, il a pas de compétences. Genre, les gens qui sortent d'université et on va leur dire, voilà, vous arrivez sur le travail et ils arrivent, ils n'ont pas de boulot, c'est fondamentalement qu'ils n'ont pas de compétences utiles pour Il y a une le hémorragie marché. dans l'éducation nationale. Les gens partent dans le privé à l'étranger. Ah bah oui, mais normal. En même Moi, j'ai temps, un pote, il travaillait dans l'astronomie. Il était dans l'optique. mhm. Il ne trouvait pas de boulot en Ouais. France. Il est parti en Angleterre travailler sur de la fibre optique. Et C'est-à-dire alors, qu'ils ont adapté les systèmes mhm. d'optique à la fibre. Ok. Alors, petite hypothèse super intéressante par rapport à ça, qui est très intéressant. On a parlé tout à l'heure aussi, on a le même problème dans la 3D, on a la fuite des cerveaux, les gens Mhm. qui sont compétents s'en vont. Est-ce que le fait d'avoir augmenté et de s'être battu pour ces contrats sociaux qui auraient du coup rendu le fait, parce que encore une fois, hein, quand tu te bats pour les droits sociaux des employés, du coup derrière tu rends la tâche pour les employeurs plus pénible, hein. Il faut quand même comprendre que c'est à deux niveaux, mais si tu rends la tâche pour les employeurs les plus pénibles, est-ce que le risque c'est pas juste que du coup les employeurs n'ouvrent plus de société en France, et si la personne dont tu m'as parlé a été engagée en Angleterre et pas en France et qu'il n'y avait pas de poste, est-ce qu'il n'y avait pas de poste simplement parce que comme les conditions pour employer aujourd'hui, pour pouvoir employer quelqu'un, sont trop compliquées justement à cause de ces luttes sociales, est-ce qu'au final, du coup, encore une fois, ça n'a pas desservi le nombre de boulot parce qu'il y a Non, moins de non, mais sociétés qui se créent et du coup, il y a moins voilà, de voilà. boulot. Voilà, ça, c'est toujours un bon discours libéral, on l'a toujours entendu. Donc, comme je te l'ai dit, voilà, quand il y a eu les congés payés, on pensait que c'était la fin du monde. Quand il y a eu les 35 heures, on pensait que l'économie allait s'effondrer. Or, il se trouve que, en fait, toutes nos avancées sociales, le gros, hein, Mhm. Mastoc, on l'a eu à la fin de la guerre avec le Conseil national de la Ouais. résistance. C'est là où on a eu la retraite, les trucs comme ça. Et progressivement, d'année en année, on n'a pas plus d'aide sociale. On en a de moins en moins. On grignote tout le temps, de plus en plus. Là, on Non, vient de exagère perdre pas. 2 années. Il On y a vient de 20 ans, il n'y perdre avait pas deux de années de RSA, par exemple. retraite, là, Pardon. d'un coup. Non mais oui mais alors je suis pas particulièrement d'accord avec ça, hein. Moi je suis pas du coup aujourd'hui salarié, mais si j'étais salarié à votre place, ça m'aurait bien fait chier qu'on me prenne des années de retraite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve Donc, il y ça avait, il y assez avait délirant. plus de droits sociaux avant. L'économie française ne s'en portait pas plus mal. C'est comment l'ensemble va fonctionner, comment il va être orienté sur les marchés plus ou moins néolibéraux, que ça va plus ou moins bien fonctionner. Donc, je te parlais de l'intermittence tout à l'heure. Mhm. Donc, je connaissais bien le sujet. Et régulièrement, la télévision, quand tu entendais les discours des journalistes, tu disais que c'était à cause des intermittents que l'économie française était en train de se casser la Oui, gueule. bon là du coup c'est pas possible. Parce que Parmi une c'était des personne, ça n'a aucun sens. privilégiés. Oui. On était des sacrés privilégiés quand même, hein. C'est-à-dire que pendant qu'on ne travaillait pas, on était payé, tu te rends compte? il y Après a, il y a- moi pour le coup, moi je trouve ça assez bizarre, hein. Pour moi quand tu travailles pas, t'es pas payé. Je vois pas pourquoi tu serais payé quand tu travailles pas. À la fin, tu entends des discours. Ah, ces intermittents, le mec, il travaille 3 semaines par an, il est payé toute l'année. Arrêtez, arrêtez. C'est de la propagande. On te Alors, raconte pour le coup, je énormément suis de d'accord avec ça. toi. Le problème, c'est que dès qu'il y a un sujet qui est, on va dire, dès qu'on va parler d'un sujet, un journaliste, ça va être exagéré et là, carrément, du factuellement faux. Il va l'orienter Voilà, c'est clair. Je suis selon d'accord avec toi. le Du coup, message qu'il veut faire là-dessus, je suis parvenir. d'accord avec toi. Dans tous les cas, c'est jamais bien de dire des choses fausses. Peu importe de quel bord politique tu te trouves, ou même peu importe ce que pour toi tu trouves bien, c'est jamais bien, je pense, de dire des choses qui sont factuellement fausses. Je pense que quelqu'un qui bosse 3 heures par semaine et qui est payé toute l'année en tant qu'intermittent, ça n'existe pas. Ou en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Donc je pense que oui, c'est un petit peu gros et il faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais en tout cas, dans tous les cas, je trouve que la discussion a été extrêmement intéressante. Malheureusement, il est déjà 37 et j'ai un rendez-vous à 14h, donc je vais devoir doucement, on va dire, arriver vers la conclusion de cet entretien. J'aurais beaucoup qu'on ait l'occasion aussi de parler de l'IA, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Est-ce que, bah voilà, je vais pas du coup revenir sur ce que tu dis ni te poser des questions, mais juste me donner un petit peu l'idée que t'en as. Et puis voilà, on va rester là-dessus, j'aurai pas le temps malheureusement de réagir, mais c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'IA et de son utilité, de son impact, etc. Donc l'IA, c'est très bien, ça a toujours été là, ça a été pensé et théorisé depuis les années 50-60 dans les bouquins de SF, dans le cinéma. On a eu Robbie le robot dans Planète Interdite, on a eu Terminator. De suite, on a bien souligné tous les dangers potentiels jusqu'à Matrix, Mhm. etc. Moi, la première IA que j'ai vue, hein, c'était une petite barre blanche qui montait et qui descendait, c'était la barre de Pong.
Donc voilà, ça a toujours existé, c'est très bien. Il va y avoir des applications super intéressantes dans notre domaine, des dépliages d'UV, une automatisation dans certains trucs et tout. Et toujours pareil, voilà, le souci à l'heure actuelle qu'on va avoir, c'est la marchandisation, la commercialisation de l'IA à l'heure actuelle avec des outils comme Midjourney, etc. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est servi des données des gens sans contrainte. Donc pareil, le profit, soit en bien, soit en mal, on ne sait pas, la nature a horreur du vide, et tu as vu comment les GAFAM ont exploité tous les vides juridiques générés par l'avancée de la technologie, d'Internet et tout ça. Par exemple, au niveau des données, là, il a fallu 20 ans pour arriver à statuer sur le contrôle des cookies. Et comme ce sont des mauvais perdants, maintenant, à chaque fois que tu vas sur une page, tu dois cliquer plein de cases, dire je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ils vont pas te faciliter la tâche non plus. Hein. On sent qu'ils ont un peu râlé là-dessus. Et donc, toutes ces données qu'ils ont récupérées, bon, ça a généré des nouveaux métiers. Hein. Il y a même des traders d'IA, de données. Il y a des packages de données qui s'échangent dans le monde entier. Tes données qui t'appartiennent, qui sont à toi, mais que des gens ont pris, parce que justement, il y avait un vide juridique là-dedans. Alors, je me permets juste une remarque. À partir du moment où tu mets un truc sur Internet, je pense que tout le monde sait que c'est pas à toi. À partir du moment où tu mets un truc sur Internet, tout le monde y a accès. Sinon, tu ne le mets pas sur Internet. Nous, oui, on sait. Ouais, je suis d'accord. Nous, après, oui, c'est vrai. La personne lambda, peut-être pas, mais en tout cas, nous, on le sait. Ok. Et alors, je vais quand même, comme malheureusement, on manque un peu de temps, je vais devoir juste te demander vraiment ce que tu en penses sur la partie de notre industrie à nous. Donc, voilà, tu as parlé un peu de Midjourney, Stable Diffusion, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter? Qu'est-ce que tu penses que ça va peut-être détruire? Voilà, qu'est-ce qu'on a vu là-dessus? Mais vraiment sur la partie 3D, j'aimerais bien, ce serait cool hein, qu'on parle dans le généraliste et qu'on aille soit plus loin. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Donc, voilà, juste me dire un petit peu ce que tu penses là-dessus. Moi, je suis pareil. Je trouve que la démarche des grévistes californiens, en voulant donner un cadre sur ces trucs, pareil, moi, je souhaite un cadre à l'utilisation des données et de l'IA. Si toi, tu devais inventer un cadre, je ne sais pas si tu en as déjà un en tête, mais si demain, tu devais en faire un, est-ce que tu en as un en tête que tu mettrais, toi? Spécifiquement, non, mais voilà, déjà demander l'autorisation aux images de pouvoir circuler. On peut parler de brevets, on peut parler de Creative Commons, on peut parler de logiciel libre, hein, qui est le logiciel libre, c'est-à-dire je fais mes trucs, je les distribue gratuitement sur Internet. Il y a les gens qui vont dire mais c'est de l'hérésie, comment tu vas faire pour gagner ta vie comme ça? C'est comme ça qu'on a eu Blender. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, donc ce sont des démarches de création, de distribution alternatives qui sont intéressantes. Et là, ce qu'il faut, c'est avec l'IA et les logiciels comme Midjourney et tout, il faut cadrer ça, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter et il faut négocier. Pour le moment, voilà, c'est pas très cool de piller le savoir-faire de plein de gens et de le redistribuer. Pour l'intérêt de quelques-uns, qui en plus, racontent beaucoup de bullshit. Ils font beaucoup, ils font beaucoup de similitudes entre la machine et l'homme, que je ne me rappelle plus le terme exact, en morphisme, tout ça. De l'anthropomorphisme, voilà. Les vendeurs, les zélotes de l'IA disent, ben voilà, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le paysage et il va voler l'image de l'arbre qu'il fait, il va regarder l'œuvre de quelqu'un d'autre pour s'en inspirer. Ben nous, on fait pareil. On s'inspire des autres trucs. C'est de l'anthropomorphisme, alors que l'IA ne fonctionne pas du tout comme l'être humain. L'être humain, le créatif, la démarche artistique, c'est pas du tout la démarche d'une machine. En fait, les IA, à l'heure actuelle, c'est de la brute force. C'est de la stat, c'est-à-dire qu'ils accumulent des données gigantesques de données de manière à faire pouvoir marcher des statistiques à l'intérieur, et en fonction des stats, ils vont régénérer leur truc. Il n'y a pas du tout la même démarche artistique de création. Est-ce que tu n'as pas l'impression que nous, quand on fait une œuvre, c'est pas un peu le même process où on a ingurgité énormément d'informations tout au long de nos expériences et notre vie, et que quand on dessine quelque chose ou qu'on crée quelque chose, au final, on vient simplement sélectionner certaines expériences et on vient les remettre dans l'ordre. Exactement la différence entre ces deux démarches. Pour toi, ça, du coup, c'est pas le cas. Et je t'invite à voir la vidéo de... Tu connais Defecator? Oui, Defecator, je connais, j'aime beaucoup. Il fait de la bonne vulgarisation, il en a fait une sur l'IA. Alors pour le coup, moi je suis désolé, moi j'ai vu la vidéo de Defecator sur l'IA, malheureusement elle est fausse. Il a expliqué beaucoup de choses et c'était pas bon. Moi j'ai développé une IA en Python sur mon PC pour comprendre comment ça marchait, et c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste un truc de stats. C'est un peu plus compliqué que ça, et pour le coup, je trouve que c'est assez proche de nous, la manière quand on fonctionne. Alors c'est très... De là à dire que
c'est en mode comme les humains, c'est pas du tout le cas. Hein. Non, mais je vulgarise beaucoup, hein, je rentre pas dans les détails. C'est pour ça que je vous invite à aller voir cette vidéo. Ouais, mais elle est très intéressante. Mais pour le coup, je la trouve relativement incomplète. Si moi je voulais vraiment une vidéo sur l'IA, il y a un gars qui s'appelle IA Creator, un truc comme ça, et il fait un cours de Python sur comment développer une IA, et du coup il explique toute la théorie derrière. Et il y a, je crois, 5 heures, c'est gratuit. Là pour le coup, c'était vraiment poussé, c'était vraiment intéressant sur comment ça marchait. Mais du coup, Défécateur, je mettrai le lien en tout cas de la vidéo dans la description du podcast. Un autre petit truc, si tu me donnes 2 minutes. Bien sûr, oui, on a encore un petit peu de temps. Voilà, hein, c'était bon, on avait parlé de négociation, de trucs comme ça, vis-à-vis de ton public, par rapport au contrat, par rapport à vos droits et tout. Tu disais aussi que voilà, on fait de la prestation et on n'a pas de droit, hein, sur ce qu'on fait. Ça dépend ce qui est écrit dans ton contrat, mais du coup, si tu ne l'as pas négocié, tu l'as pas. Oui. Voilà. Donc, voilà, là j'ai pris un de mes vieux contrats qui doit dater de 2009. Sur 4 pages, il y a 3/4 de pages qui sont consacrées à la propriété intellectuelle et la cession des droits. C'est-à-dire qu'en signant ton contrat, tu cèdes tes droits, et là il y a toute la liste, à ton employeur. Ils font pas ça pour exploiter le pauvre graphiste et tout. Ils font là pour se protéger, pour être tranquille, pour pas avoir Ouais, bien sûr, ouais. une procédure à l'américaine derrière, si jamais il y a des trucs. Mais après, rien ne t'empêche, si toi tu arrives avec ta propre création, tes propres types, de négocier dans ton contrat, d'avoir des droits sur ton truc et tout. Ouais. Donc, il faut laisser cette porte ouverte et pas dire aux gens, ah non, boum, c'est fermé, vous n'avez pas de droits. Il faut être un peu plus open de ce côté. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est vrai que je suis parti du principe que tout le monde était prestataire, mais tu as raison, en effet. Et là, je pense que il faut bien le noter. Comme j'ai dit, chaque négociation est individuelle. Donc, si toi, tu veux que ta prestation elle soit rémunérée de manière différente sur un temps, etc., rien n'est impossible. Il suffit de l'écrire dans le contrat avec de la personne avec qui tu négocies. Et si la personne en face de toi est d'accord, vous faites le truc. Si elle n'est pas d'accord, tu t'en vas. Mais en effet, c'est très bien dit. C'est vrai que je dis ça comme si c'était par défaut une prestation, mais en effet, c'est parce que je faisais un amalgame et une généralité. Tu fais ce que tu veux, tu peux choisir que ce soit pas seulement une prestation et que ça puisse te ramener des droits d'auteur, etc. si tu as envie. Bien sûr, oui, tout à fait. Et merci d'ailleurs, ça c'est bien d'avoir précisé. Et on parlera sociétal une autre fois. Voilà, peut-être, ça marche. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant, Jérémy, de discuter avec toi. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très très cool. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de rester un peu plus d'1h45 avec moi et de discuter ensemble. Je suis persuadé que ça va aider énormément de gens sur ceux qui vont écouter le podcast et que ça va leur permettre, eux, de tirer leur propre avis et puis d'aller chercher d'autres infos. Et je mettrai les liens en description pour que les gens puissent aller creuser s'ils ont envie. En tout cas, c'était vraiment très cool. Et voilà, t'es pas le premier à envoyer des mails comme ça, mais t'es le premier à me dire oui pour en discuter, et j'ai trouvé ça du coup super sympa de ta part et très 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 cool, donc je te remercie encore infiniment pour ça. J'espère avoir pas trop raconté de bêtises, donc si jamais il y a des gens qui veulent réagir et me préciser certains trucs, bien sûr, et sinon je suis tout à fait ouvert, on reste en contact et avec plaisir. Et voilà, bonne continuation. Merci, bonne continuation à toi, Jérémy. Bon courage pour tes cours. Et je te dis à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.